Salut à tous et bienvenue pour ce 191e numéro d'Enjeu Capital, le podcast qui débriefe l'actu du PSG et ses matchs. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, évidemment, c'est le match d'hier qui opposait Lille au Paris Saint-Germain. Alors, ce n'était pas le carnaval de Lille hier, c'était plutôt le festival de Lille avec une victoire du PSG 7 buts à 1. Oui, oui, vous avez bien entendu, 7 buts à 1. Avec un triplé de Kylian Mbappé, oui, triplé de Kylian Mbappé, doublé de Neymar, et ensuite avec un but aussi de Léo Messi et un but d'Achraf Hakimi. Évidemment, on s'est régalé. Pour ma part, je dirais que c'est peut-être le plus beau match du PSG en Ligue 1 peut-être depuis les 6 premiers mois de Tourelle. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais avant tout, avant de parler de ce fantastique match, je vais vous présenter mes deux acolytes du jour, les deux rescapés. Tout d'abord, Jean-Baptiste Guégan. Salut Jean-Baptiste, comment ça va? Salut Mousse, salut Yas, salut tout le monde. Moi ça va très très bien. Un moment extraordinaire, une belle soirée en plus. J'ai montré le PSG à un jeune Allemand qui est à la maison et il a kiffé. C'est Magnifique. vrai. Ah ouais, c'était bien. Alors, si un Allemand a kiffé avec le Bayern qu'ils ont en ce moment et qui roule sur toutes les équipes, il a bon goût, l'Allemand. Il a bon goût. On reviendra à la fin du podcast. Tu as une petite actu, Jean-Baptiste. On reviendra. Tu as sorti un bouquin dans ta spécialité, hein, la géopolitique du sport. On en parlera en fin de podcast. Tu nous montreras le livre. Voilà, exactement. Toujours intéressant, Jean-Baptiste. Donc, on en reparlera, comme je disais, à la fin du podcast. Et la surprise du jour, il ne devait pas être là. Ah ouais, je vous le dis, il ne devait pas être là. Hein. Il est actuellement à Vancouver, au Canada. Il est pas loin de minuit chez toi, Yacine. Mais quand tu as vu ce score fleuve, tu t'es dit, non, 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 je ne peux pas rater ce podcast. Tu es resté avec nous. Merci beaucoup, Yass. Franchement, merci, parce que tu as des tout petits yeux. Tu as voyagé tout le week-end et tu es quand même là parmi Ouais. nous. Le coach Yass depuis Vancouver. Salut Yass. Salut à tous. Écoute, je devais être celui qui est pas là. Je suis là. Ouais. Effectivement, il est bientôt minuit. C'est dur, mais c'est pas le 7-1 qui m'a fait venir. Parce qu'on avait décidé avant que je serais là. Ouais. Ah, c'était pour faire un petit teasing, Yass, tu connais. Par contre, on voit presque plus tes yeux, Yacine. Hein. Donc, comme pour Ouais, Neymar, dès que je vois ouais. plus tes yeux, je te vire Moi, du j'ai toujours dit, de podcast. toute façon, quand on voit pas les yeux, c'est mauvais signe. Bon, messieurs, on va rentrer dans le vif du sujet. Je le disais tout à l'heure, hein, victoire 7 buts à 1 du Paris Saint-Germain face à Lille. Très, très bon match. Sur quoi je vais vous lancer? D'abord, vos impressions sur le match. Tout d'abord, Jean-Baptiste, globalement, on a vu un Paris Saint-Germain dans la maîtrise, hein, de la première à la 90e minute. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et surtout, on a vu un PSG collectif, un jeu fluide, des buts, de la bonne humeur, des sourires. C'est un peu l'anti-PSG Montpellier de la semaine dernière, je vais. C'est ça, c'est des sourires, de l'envie, du replacement, une équipe. On l'attendait, ça faisait 2 ans qu'on l'attendait. On l'a vu, on a vu l'efficacité offensive, des combinaisons à une vitesse incroyable. Ils ont ouvert sur les côtés, ils sont venus sur l'intérieur, ils sont passés par l'intérieur, ils ont ouvert vers l'extérieur. Qu'est-ce que tu veux demander de plus quand tu as en plus 3 joueurs de classe mondiale comme Messi, Neymar et puis Mbappé? Tu rajoutes à ça Hakimi qui était monstrueux, Mendes qui était bon, Vitinha, bravo. Et les autres, voilà, le seul point noir finalement ça a été le but qu'on a pris, mais c'est bien, c'est un petit électrochoc. Et encore, perdre, se prendre un but et en mettre 7, ouais, je pense qu'on signe tous les jours. On a vu une équipe qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps, c'est-à-dire avant Pochettino et avant la fin de saison catastrophique de Tourelle. Ça rappelait les grandes heures du PSG d'avant, période Laurent Blanc, mais on n'avait pas ce sentiment que ça pouvait aller aussi vite et que c'était aussi impressionnant. Moi, j'ai pris énormément de plaisir hier, je pense que je ne suis pas le seul. Et puis, il faut aussi rendre hommage à l'équipe qui était en face, qui n'a pas fermé le jeu à un moment donné, qui s'est dit on continue à jouer. Il faut être deux pour faire un bon match, on l'a vu. Et puis, il suffisait juste de regarder la tête des joueurs à la fin, quoi. Fini les problèmes de vestiaire, fini les problèmes d'ambiance, enfin en tout cas pour l'instant. Ouais. Tu parlais de Lille, hein, qui a enregistré l'arrivée d'un nouveau coach, qui a remplacé Gourvenec, c'est le coach Fonseca en provenance du Shakhtar Donetsk.
On sait que c'est un entraîneur aussi qui fait bien jouer ses équipes, donc ça ne m'a pas surpris hier qu'il ait joué comme il joue d'habitude, en fait, avec les risques que ça comprend. Yacine, avant de te lancer une petite stat hein, sur les buts marqués par le PSG. Le PSG, on est à 17 buts en 3 matchs de Ligue 1, c'est énorme. 17 buts en 3 matchs, ça fait une moyenne de buts, il me semble avoir vu passer la stat à 5,8 buts par match pour l'instant, la moyenne. Donc c'est quand même incroyable. Dans l'ensemble, Yacine, bah, j'imagine que tu t'es éclaté. Je crois que tu as vu le match dans un bar à Vancouver, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, parce que bah, je suis venu donc faire 2 semaines de stage avec la PSG Academy qui est ici. Et ils avaient organisé un événement dans un bar pour diffuser le match. Et donc, il y avait à peu près ouais, entre 60 et 80 personnes. Donc, il y avait plein d'enfants et tout. Ouais, c'est l'ambiance, c'est une bonne ambiance. Et effectivement, le match, voilà, il y a pas grand-chose à dire dans le sens où, en fait, on a une équipe cohérente, on a une équipe qui a décidé d'être ensemble. C'est fou parce qu'en fait, quand on fait jouer les joueurs à leur poste et dans les rôles qui leur conviennent, ça va bien. C'est bizarre. Le foot, c'est un peu fou quand même. Et puis, On rappelle, et Yacine, puis, Yacine, on rappelle rapidement que hormis Vitinha hier, tous les autres étaient là la saison dernière. Hein, je rappelle le voilà. 11, hein, Donnarumma, défense à 3, Ramos, Kimpembe, Marquinhos, le double pivot Verratti, Vitinha. Sur les côtés, Mendes, Hakimi, ça bouge pas. Et les 3 de devant, Messi, Neymar et Mbappé. Hein. Voilà, donc à part Ramos qui pouvait pas jouer l'année dernière, tout le reste était là. Effectivement, il y a quelque chose de bien parce que on peut toujours minimiser, on peut toujours dire ouais, ce Lille-là, ce Nantes-là, ce Clermont-là, etc. Sauf que tu peux faire ce que tu veux, mais comme vous l'avez dit avant, depuis 2 ans, en fait, il n'y avait pas ces prestations ni contre Clermont, ni contre Lille, ni contre Nantes, ni contre personne. Donc, il se passe bien quelque chose. Après, Ah, il y a eu encore, un 6-1 contre Clermont, mais c'était clairement pas le même contenu, Yacine, de la saison voilà, dernière. mais voilà, c'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il peut, et même si hier le score avait été de 4-0, en fait, le contenu aurait été le même. Alors, il y a l'efficacité en plus, donc c'est encore mieux. Mais en fait, le contenu, c'est ce qu'on attend du PSG. Et, et on va y venir après, mais dans les déclarations de Galtier, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qui sont. Voilà, j'ai pas envie de faire de l'autosatisfaction, mais tout ce qu'on a réclamé depuis plusieurs mois. Voilà, on n'a rien inventé en fait. Ce qu'on a demandé, c'était de l'exigence, de la cohérence, des joueurs qui jouent à leur poste, en tout cas qui correspondent à leur qualité. Et à l'arrivée, ça donne ce qu'on voit. Et je pense qu'il y a un investissement, la vraie différence en plus, alors il y a la cohérence, tout ça, mais il y a surtout cette envie de ne pas s'arrêter de jouer. Et je crois que la chose la plus importante qui se passe depuis le début de saison, elle est là. Souvent, le PSG, et même avant, même sous Tourelle, c'est arrivé qu'il y a 3-0, où on lève le pied et puis on arrête de jouer. Là, on a cette impression que, quoi qu'il arrive, il faut aller jusqu'au bout des 90 minutes. Enfin, quand ils arrivent, puisqu'apparemment Clément Turpin avait décidé de ne pas faire jouer 90 minutes hier. Il a Euh, voulu abréger les souffrances des Lillois. C'est plutôt juste mais avec ce score-là. c'est vrai, mais tu vois, je disais dans l'équipe, pas souvent des bons trucs dans l'équipe, mais quand tu en as, faut le dire. Il y avait une phrase intéressante, c'est, alors je sais plus qui, ou non, c'était sur Twitter, je crois, Vincent Duluc qui a dit, effectivement, il y a 7-1, mais s'il y a un huitième but du PSG dans le temps additionnel, à un moment donné, le goal average, il est important. Et c'est vrai que tu repenses, c'est pas son rôle d'arrêter d'abréger les souffrances de Lille. Si le match il doit durer 93 minutes, il dure 93 minutes. Alors, pour sa défense, honnêtement, Yacine, et notamment en deuxième période, il y a eu très peu d'arrêts de jeu, hein, vraiment. Oui, D'ailleurs, mais à il un y a moment, déjà les changements. oui, Et tu es mais obligé de justement, compter alors, 30 secondes par changement. je, oui, oui, c'est vrai, tu as raison. Mais par exemple, je sais que par exemple, sur l'entrée par exemple, de Mukele et je ne sais plus quel autre joueur, je crois il s'est mis 5 minutes entre le moment où les joueurs se sont levés, sont arrivés sur le bord du terrain pour rentrer, et lorsqu'ils sont rentrés. C'est-à-dire qu'il y a eu, les ballons ne sortaient pas. Il y a eu Oui, très peu de oui. sorties de balles, très peu Non, non, d'arrêts mais de ça, jeu. À bien part les sûr. changements, tu as raison. Après, je pense que le goal average, évidemment, il est important. Non, mais ce que je veux Les dire, c'est deux, qu'il y a voilà. ces... Non, 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 je dis pas, c'est pas une critique, c'est pas très grave, hein. Mais tu vois, on réclame souvent aux arbitres d'être plutôt justes. Là, ce qu'il fait, c'est pas forcément juste, en fait. Ok, Lille souffre, mais le temps, si le match doit durer 92 minutes, il faut qu'il dure 92 minutes. Parce qu'imaginons que Lille est européen pour un but de différence au goal average. Ça pouvait être un but qu'elle arrivait là parce que Paris avait décidé de continuer à jouer, tu vois. C'est vraiment, alors c'est pas grand-chose, hein, encore une fois.
Mais voilà, les arbitres, ils doivent faire leur travail. On leur demande pas d'être juste ou de pas mettre un carton parce que c'est la première minute, etc. Tu vois ce que je veux dire? C'est là-dessus voilà, mais c'est pas très grave. Ah ouais, pas de souci. On va entrer dans le vif du sujet et on va parler du premier but. Je donne la parole d'abord à JB, puis tu voulais ajouter un truc important après Yacine. JB, on a vu une combinaison étonnante et d'ailleurs, c'est un record, hein, le 8 secondes. Alors, il y a une polémique, on parle d'un autre joueur qui a 7 secondes et 9 millièmes. Je ne sais plus qui était, c'est un C'était ancien à joueur. Caen. C'était à Caen. D'accord. Ouais. D'accord. Parce que, mais bon, Patrice après, là, Rio. Patrice Rio à Caen. oui, c'est le nom que j'ai entendu, exactement. Voilà. C'est ça. Et Mbappé, lui, c'est 8 secondes. Alors, sur un. Ouais, c'est comme un coup de pied arrêté, on va dire, hein, la Une remise en. combinaison. Voilà, une combinaison. Sur la. C'était sur le début du match, hein, sur l'entrée L'engagement. de jeu, l'engagement. Ça s'est fait quoi? Trois touches de balle, donc une passe en retrait, une touche, remise sur Messi, Messi qui lance dans la profondeur Mbappé, Mbappé qui lobe le gardien et bute tout ça en 8 secondes, j'y vais. C'est des combinaisons qu'on n'a pas trop l'habitude de voir au PSG. Hier dans l'after, j'ai cru comprendre que c'était un truc qui était étudié qui a été lancé par, je crois que c'était le club de Rotterdam, dont c'était la spécialité. Et donc là, le PSG a innové sur cet engagement et on assistait à. Toute l'action est magnifique, hein. L'appel en profondeur d'Mbappé, la passe en profondeur de Messi, c'était incroyable, JB. Bah, effectivement, c'est rare d'abord de voir le PSG faire ça. On n'a pas l'habitude de combinaisons, à tel point que les saisons précédentes, tu te demandais s'ils s'entraînaient à faire des combinaisons, quel que soit le poste, hein, coup d'envoi, corner, etc. Enfin, ce qu'ils s'entraînaient à jouer déjà, c'est ça qu'on se demande. Mais comme là, maintenant, le seul absent, bah, c'est Pochettino, forcément, bah, il bosse autrement. Non, moi, ce que j'ai aimé avec Galtier, c'est que d'abord, tu sens qu'avec son staff, il a initié la séquence et il a expliqué justement à la fin du match quels étaient l'exemple. Il a aussi rappelé que les U19 l'avaient fait. Et quand tu regardes sur Twitter, tu vois la séquence. Et effectivement, c'est trois buts identiques. Alors, il y a Rotterdam, il y a un club anglais aussi, je crois que c'est Bournemouth, Oui, c'est vrai. qui a fait la même. Et donc, ce qu'on voit, c'est que d'abord, un, on peut combiner. Deux, la séquence était formidable. C'est-à-dire que j'ai même pas eu le temps de me poser sur le canapé, de regarder le match, qu'on avait dit un but. Et là, JB, j'ai raté le but, hein. Perso, j'ai raté le but. Mais tu sais que t'es pas le seul. Hein. Tu sais que t'es pas le seul. Hein. Et, et j'étais là, tu vois, j'avais le téléphone dans la main, j'étais sur Twitter. Tu sais, je regarde le coup d'envoi et tout, je me dis, non, 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 non. Et non, c'est super parce que ça veut dire aussi que, un, ça regarde à l'extérieur. C'est toujours intéressant parce que en termes d'analyse, ça veut dire que tu ne te concentres pas uniquement sur ce que tu penses, mais tu regardes sur ce que font les autres. Ça veut dire aussi qu'on peut peut-être attendre ce type de combinaison aussi sur d'autres phases de jeu arrêté. Là, ça nous renvoie finalement au sport US, hein, à ce qu'on appelle les équipes spéciales, c'est-à-dire le fait d'avoir des spécialistes sur des postes bien particuliers, sur des phases de jeu bien particulières. Peut-être qu'on aura des choses comme ça sur les touches, parce que c'est quelque chose qui se développe depuis une petite dizaine d'années. Moi, j'ai trouvé ça très bien, d'autant que ça montre aussi la qualité technique que tu as à disposition, parce que l'ouverture de Messi, elle est incroyable. La manière dont Mbappé arrive à jouer le ballon, c'est super. Et puis derrière, tu vois les joueurs qui se rassemblent. Je pense que Yass va avoir justement quelque chose à dire sur le sujet. Ouais, tout à fait, tu fais bien de le préciser. Je vais lancer Yacine là-dessus. C'est vrai que au-delà du but, Yacine, tu nous parleras évidemment de la combinaison, mais il y a quelque chose qui t'a titillé, c'est la joie du premier but, la communion entre tous les joueurs. Et comme je le répétais tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qu'on a vu hier, c'est ce qu'on n'avait pas vu la semaine dernière face à Montpellier, Yass. Ouais, alors évidemment, la combinaison, elle est travaillée, elle est répétée et elle est parfaitement exécutée, ce qui est aussi un point très fort, parce que des fois, tu travailles des combinaisons et il y a un raté quelque part. Donc déjà, ça, c'est important. Tu veux dire que heureusement, c'est pas Danilo qui a lancé en profondeur Mbappé, c'est ce que tu veux dire? C'est pas bien, c'est pas bien. La deuxième chose, c'est que c'est intéressant parce que ça veut dire qu'il y a une recherche. Et moi, souvent, quand je regarde les matchs, je me dis qu'il y a beaucoup d'équipes. Je me demande ce qu'elles font à l'entraînement parce que je rappelle que les joueurs professionnels ne font que ça. Euh, et je vois des engagements où on jette la balle en touche ou en devant, des trucs un peu où tu te dis, mais enfin, qu'est-ce que vous faites, quoi?
Et même moi, à mon petit niveau, moi, j'ai déjà essayé de travailler des combinaisons sur l'engagement parce que c'est un moment du jeu qui est très spécial où personne s'attend à certaines choses. On attend toujours du classique. Donc, tu peux surprendre l'adversaire très vite. Donc, ça, c'est aussi important. Sur la joie, il y a quelque chose de très, très important. Il y a évidemment le rapport avec la semaine dernière, les sourires, la joie collective. On en fera ce qu'on voudra, mais ça démarque. Alors, ça peut déjà expliquer ce que j'avais demandé la semaine dernière, à savoir qu'ils ont mis les choses au clair. Voilà, après, chacun l'accepte ou pas. Mais en tout cas, il y a eu une discussion. Et je pense qu'elle est intervenue très tôt et assez tôt pour pas que le problème s'éternise et traîne, comme ça a eu l'habitude de faire avec le PSG. Et ça, c'est très important parce que quand un problème traîne, même quand tu le règles avec 4 jours de retard, ok, tu le règles, mais les 4 jours, ils sont importants. Là, il y a eu une nuit, chacun a fait ses likes, a fait ses conneries, ils ont repris la main le lendemain matin et on est passé à autre chose. Ça, c'est important. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait dans cette joie, c'est que, et je pense qu'elle aura un impact. Tu vois, on parle du penalty gate, et il y a beaucoup de médias qui ont dit il y aura un impact dans la saison, etc. Moi, j'avais dit que de toute façon, il peut y avoir un impact. Déjà, je suis pas devin, mais que si c'est réglé très tôt, il n'y aura peut-être pas d'impact. Il faut juste que les choses soient claires. Par contre, là, vous allez voir qu'on va pas en entendre parler parce que les gens préfèrent le truc négatif et les buzz bidons. Mais l'impact de ce but et de la joie, elle montre quoi? Elle montre qu'en fait, les joueurs, quand ils travaillent quelque chose et qu'ils le réussissent, vous avez la joie qu'il y a eu, elle n'est pas anodine. Elle n'est pas juste parce qu'ils ont marqué et juste parce que c'est 8 secondes. Elle est démonstrative parce qu'en en fait, ils ont préparé quelque chose et ils l'ont réussi. Et ça, c'est très important pour les joueurs. Parce que nous, on a l'image, enfin nous, en général, le grand public a l'image des joueurs. Ils sont contents quand ils marquent un but, ils sont contents quand ils font un petit pont, un truc individuel. Mais en fait, personne ne comprend cette joie quand tu prépares quelque chose à 4, à 5, à 3, une combinaison sur un coup de pied arrêté, sur un engagement, mais même une phase de jeu, et que tu l'as réussi. Parce que cette fierté-là, elle est très importante pour les joueurs. Pourquoi? Parce que ça veut dire, un, ce qu'on a travaillé, on a réussi à le mettre en place dans le match, donc ça veut dire que le travail porte ses fruits, mais ça veut dire aussi que c'est ensemble qu'on va le faire. C'est pas un exploit de Mbappé, on n'a pas jeté le ballon à Mbappé, et puis il a été assez vite pour prendre tout le monde de vitesse et marquer. Il y a quelque chose de préparé quand vous regardez bien la course d'Mbappé, il démarre pas tout de suite sa course. Il sait qu'il y a le moment où Verratti va recevoir le ballon, et c'est au moment où Verratti trouve Neymar que là, il commence à enclencher parce qu'il dit c'est le thème, c'est le déclencheur, c'est le starter. Et ben tout ça, c'est hyper important pour le collectif. Et ça peut être l'effet inverse du fameux penalty gate. Ça veut dire, OK, vous avez vu que quand on travaille quelque chose et qu'on le fait ensemble, en fait, on est capable de. Et quelle que soit la personne qui a la finition. Et c'est pour ça que cette joie, elle est plus qu'importante par rapport au penalty gate. Elle est importante dans la façon de travailler depuis l'arrivée de Galtier et de Campos, dans cette idée que le collectif est plus important que les individualités. Voilà. C'est une très belle démonstration, Yacine. Merci beaucoup. J'espère qu'à conclure, tu travailleras les combinaisons à l'engagement aussi avec les petits Canadiens. Hein. Tu leur montreras les images de Messi, et Neymar et Mbappé. Si vous voulez bien, monsieur, on ne va pas faire comme d'habitude. On va prendre ligne par ligne. Et puis ensuite, on parlera des buts, etc. Parce que moi, je voulais quand même qu'on parle de la défense, Donnarumma compris. Parce qu'il y a des stats assez intéressantes, JB. Par exemple, dans le top 3 des ballons récupérés à Lille, savez-vous quel est le joueur qui a récupéré le plus de ballons? Bien, non? C'est Sergio Ramos. J'allais dire Ramos en plus, ouais. Oui. Sergio Ramos, 7 ballons récupérés. Ensuite, dans le classement, on a Vitinha avec 6 ballons récupérés. Et ensuite, on a un autre défenseur et encore un autre milieu, c'est Marquinhos et Verratti. 5 ballons récupérés. Je vais ajouter juste une petite information. Les stats que je vous donne, elles viennent d'un compte Twitter qui s'appelle Paris Stade Germain. C'est un formidable compte Twitter qui donne des stats complètes, match par match, joueur par joueur. J'en ai pris quelques-unes. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Je vais envoyer un petit message quand même pour le prévenir que j'allais utiliser ces stats. En tout cas, moi, je vous dis, allez vous abonner à ce compte Twitter. Après, il y a vraiment c'est très, très, très complet. Il fait un boulot incroyable. Donc, merci beaucoup, Paris Stade Germain. Pardon. Paris Et Stade donc, Germain. voilà, Paris Stade Germain, abonnez-vous à son compte. C'est incroyable. Il y a des informations incroyables. Donc, voilà, je voulais revenir un peu sur la défense. On avait un peu critiqué en ce début de saison et pendant la préparation. Et hier, moi, je trouve qu'ils ont
malgré le fait que Lille, quand même, a eu pas mal de tirs cadrés, hein. Je crois que sur l'ensemble du match, il y en a eu plus que le PSG. Vu le score, c'est un peu curieux, mais il me semble qu'on n'est pas loin de la vérité. Mais malgré tout, la défense a tenu bon. Je trouvais même Marquinhos, qu'on avait pointé un peu du doigt, a été très, très bon hier. D'ailleurs, je crois qu'en duel gagné, je regarde mes stats, je ne vous dis pas de bêtises. Je ne les avais pas notés, mais je crois c'est lui qui a remporté le plus grand nombre de duels gagnés, 8 pendant le match. C'est une défense qui est de plus en plus mieux, JB. On sent que la complicité, ça commence à accrocher entre les trois. Et j'ai trouvé particulièrement les trois, mais c'est vrai que Kimpembe, Marquinhos, j'ai trouvé particulièrement bon hier. Ramos aussi, hein, on a cité la stat. Ça va mieux, JB, en défense, hein. Ça va mieux. Moi, j'ai en tête, là, quand on parle, l'image de Marquis qui tacle, qui glisse, qui touche une première fois la balle et qui la retouche une deuxième fois et qui la sort. Et il a ce même rictus que celui qu'il avait en match de Ligue des Champions. Tu sais, quand il arrive, contre Barcelone, je crois. Voilà, c'était contre le Barça. Tu sens que tout le groupe est concerné. Tu sens qu'ils ont finalement élevé leur niveau de jeu. Tu sens que l'apport de Ramos joue quand même beaucoup. Et ça évite aussi les erreurs de Kimpembe. C'est-à-dire que quand autour de lui, c'est bon et que tu n'as pas de problème, bah, il est là, il a été tranchant. J'ai aussi une image, moi, c'est Ramos qui, en phase offensive, est à 70 mètres de son but. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, dans le deuxième tiers du match. Il était mais systématiquement très très haut. Et donc, il coupe les trajectoires assez rapidement. C'est efficace, parce que tu t'es quand même sacrément exposé. Il y a eu un moment donné où tu as essuyé énormément de tirs, mais les tirs étaient systématiquement dans des positions où, statistiquement, tu as un mal fou à marquer, sauf à faire un vrai exploit. Tu rajoutes à ça Donnarumma qui a été bon. Je crois que c'est le deuxième pourcentage d'arrêts et le deuxième nombre de tirs subis. Alors, je crois qu'il fait 10 arrêts ou 9 arrêts de Donnarumma pendant le match, hein. Bon, après, il y a des frappes cadrées, c'est vrai, mais qui sont un peu molles, assez faciles à arrêter. Mais malgré tout, c'est vrai qu'il était très concentré, Donnarumma, et il a fait pas mal d'arrêts. Ouais. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est sa réaction après le but et sa réaction d'après-match. Après le but, il était vénère. Et après le match, tu gagnes 7-1. La première chose qu'il dit face caméra, ça n'aurait pas dû prendre ce but. Et cette rigueur-là, défensive, ajoutée au fait que tous les autres ont suivi, franchement, c'était enthousiasmant. Et puis, tu as les deux latéraux qui ont participé, mais on va en parler après. Moi, plutôt satisfaisant. Je ne suis pas sûr qu'en Ligue de Champions, il faille s'exposer autant. Mais quand tu as une force offensive pareille, il faut accepter le déséquilibre aussi, quoi. Pareil sur la défense, Yacine, même si on a oublié de rappeler que l'attaque lilloise a été amputée de joueurs importants. Enfin, je ne sais pas si Cabella, on peut le considérer comme attaquant au milieu, mais bon, Cabella était blessé de dernière minute et Mohamed Bayo a été écarté pour raison disciplinaire. Il semblerait ce garçon aime faire la fête. Il la faisait à Clermont, continue à Lille. Ouais, au moins. Voilà. C'est une petite parenthèse, c'est quand même fou, hein. Tu as 24 ans, tu es dans la force de l'âge, tu as un potentiel de dingue et tu es en train de gâcher ça pour. PSG, honnêtement, je trouve que la direction lilloise, elle a été ferme et catégorique, elle a bien fait, surtout pour un match aussi important. Et évidemment qu'en plus, quand tu vois le score 7-1 vis-à-vis de ses coéquipiers, ça ne va pas le faire. Mais bon, c'était juste pour revenir sur le fait que Lille, effectivement, avait deux joueurs en moins très importants. Mais en dehors de ça, Yass, c'est d'accord avec moi, la défense, quand même, hier, c'était mieux que les précédents matchs. Ouais, alors déjà, on a retrouvé Marquinhos. Je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison. Et ça permet de préciser que quand on fait un papier où on critique Marquinhos, on n'est pas en train de critiquer sa carrière, ni ses 10 ans au PSG. On critique un moment, voilà, il n'était pas bien, on trouvait moins bien. Après, les gens ne sont pas obligés d'être d'accord, hein. Nous, on trouvait qu'il était moins bien. En tout cas, hier, moi, je pense que c'est son meilleur match depuis le début de saison. Effectivement, il y a le fait que Galtier ne change pas l'équipe depuis 4 matchs. Ça permet aussi de travailler des automatismes, à part Mbappé, mais de travailler des automatismes dans cette défense à 3 qui est quand même nouvelle, même si les joueurs ont déjà joué dans cette configuration en sélection, parfois dans leur club et tout. Mais malgré tout, ensemble, ils ont très peu de vécu. Donc c'est logique que ça progresse parce que dans les automatismes aussi. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail sur le fait de défendre en avançant, le fait de défendre haut. Et d'aller. Sur le fait de défendre en avançant, c'est bien que tu en parles, Yacine, parce que ce que fait Ramos, c'est quand même assez impressionnant dans sa façon de coller l'attaquant en face de lui.
et l'empêcher de se retourner. Et d'ailleurs, il a pris un carton pour ça, mais c'est vrai que tout le long du match, alors c'est peut-être aussi pour compenser son manque de vitesse, parce que Bah si ouais. l'attaquant se retourne, il sait qu'il est en difficulté. Mais c'est quelque chose qu'il fait très bien, très vicieux, il met des petits coups. Bon, là, hier, il s'est fait prendre, malheureusement, il a pris un carton jaune. C'est vrai que c'est pas facile de se coltiner Ramos quand t'es attaquant. Bon, après, il s'est fait prendre. Bon, c'était Turpin, donc les cartons avec le PSG, on sait qu'il les distribue un peu plus facilement. Mais non, mais évidemment, parce que c'est l'intelligence aussi de savoir que dans la vitesse, tu vas être un peu moins bon. Donc, au lieu de laisser l'attaquant se retourner, prendre de la vitesse et toi être en difficulté, bah, tu vas le coller. Mais je pense aussi que c'est une consigne parce que les autres l'ont fait. Marquinhos, on l'a aussi vu Il peine aussi, jaillir, ouais. jaillir, prendre des interceptions. Ils avaient décidé de casser certaines lignes de passe. Je trouve qu'ils ont été voilà, cohérents. Alors, malgré tout, on est obligé de rajouter que devant eux, ça a très bien travaillé aussi. Euh, et notamment défensivement, Neymar, il a été énorme hier. Et même à la 80e, il est encore dans le replacement dans sa ligne, etc. Franchement, il a été très bon. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, si ce sera le seul bémol de la soirée, je trouve, euh, alors encore une fois, hein, sans faire le pisse-roi et le rabat-joie, mais je trouve quand même qu'il y a eu un moment donné en première mi-temps où Lille a trouvé quand même beaucoup de situations dans la transition et ils se sont retrouvés un peu trop facilement devant la surface du PSG. Alors, tu as compensé avec des gestes de Marquinhos, de Ramos, des arrêts de Donnarumma. Malgré tout, c'est là où tu sens justement que euh, cette équipe, quand elle aura le ballon, il se passera des choses. Mais attention, il peut aussi se passer des choses contre à ce moment-là. Voilà. Il y a eu deux, trois, enfin, 5, 6 fois en première mi-temps, surtout, je trouve, plus en première mi-temps qu'en deuxième. Dans le cœur de la première mi-temps, entre on va dire le 1-0, enfin 2-0 et le 4-0, où je trouve que Lille avait quand même des facilités à sortir. Et d'ailleurs, Je on a crois que vu, j'ai vu, c'est à ce moment, ouais, Yacine, il y a les tirs cadrés. Il y a pas mal de voilà, tirs cadrés de la part ouais, des Lillois en première mi-temps. Alors, pas forcément dangereux, évidemment. Il y a aussi effectivement le fait que Lille s'est beaucoup approché en première mi-temps, en tout mm, cas pas loin des 16 mètres. mm. Mais je trouve aussi qu'il y a eu pas mal de récupération de ballons dans les pieds des Lillois par Oui, les oui. milieux et les défenseurs parisiens. Oui, parce qu'en fait, il y a eu cette période-là où je trouve que l'équipe était un peu coupée en deux, avec un peu le Oui, 7+3 qu'on avait revu c'est vrai. pendant 15-20 minutes. Mais en même temps, il y a cette force qui se dégageait. Ça veut dire que on les sentait pas reculer en se disant on est en difficulté, on ne sait pas quoi faire. Ils reculaient, mais malgré tout, il y avait un positionnement qui restait cohérent. Et comme tu dis, qui permettait aussi ces interceptions. Donc voilà, il va falloir trouver cet équilibre-là. Parce qu'évidemment que on va pas mentir, on va pas mentir. Le juge de paix pour le PSG, comme d'habitude, c'est la Ligue des Champions, et que en Ligue des Champions, tu tomberas contre des équipes plus fortes que Lille. Donc ces temps forts-là ou ces transitions-là, il va falloir mieux les gérer. Malgré tout, dans l'ensemble, défensivement, il y a quand même eu, il y a une amélioration. Voilà, il y a une amélioration parce que je pense aussi que tout le monde travaille. On a même vu Mbappé faire des replis. Oui, bien sûr. Donc voilà, les défenseurs, ils ont été bons. Moi, je le dis souvent, euh, des fois, ils sont pas bons, mais ils sont pas aidés. Ils ont été bons parce qu'ils ont aussi été aidés. Et on rappelle aussi que Lille hier a joué, a essayé d'appliquer un pressing assez haut. Mm. Lorsque les Parisiens relancé, on voyait toujours quand même des Lillois assez hauts pour récupérer la balle. Ils ont exercé plutôt un bon pressing. Après, évidemment, en face, tu as la technique des Parisiens. C'est plus facile de sortir d'un pressing quand tu as des joueurs de ballon que voilà, quand c'est des joueurs, hein, on va dire, un peu plus physiques, hein, les profils des joueurs qui jouaient la saison dernière. Pas bien de Euh, parler comme ça, c'est pas bien. Pardon? Pas bien de parler de Danilo comme ça. Hein. Non, non, je parle pas. En réalité, je parle pas que de Danilo. Même si, encore une fois, Danilo, on se moque. Voilà. Mais l'année dernière, il a plutôt été utile et il a pas fait une mauvaise saison quand on a fait appel à lui. Donc, Bah, dans les vraiment dans les 6 derniers mois, il fait partie des meilleurs joueurs, en tout cas des plus réguliers et des plus sérieux, quoi. Il a fait une bonne D'ailleurs, entrée. Hein. Il a fait une bonne entrée. En et puis d'ailleurs, on n'a pas entendu parler de lui lorsqu'on parlait d'indésirable, de Mm. l'offre, de joueurs qu'on voulait vendre. Moi, je trouve qu'il a un bon comportement, il se plaint jamais. Et puis quand il rentre, que ce soit au milieu ou en défense centrale hier, il fait le boulot, donc il n'y a pas de problème. Danilo, on garde.
ça peut toujours servir. On a abordé la défense. On va parler des deux pistons, Mendes et Hakimi, qui ont encore beaucoup apporté hier. Moi, je rappelle aussi de l'action de Mendes sur le côté qui amène le but de Messi. Je trouvais l'action incroyable. Il y a aussi le but d'Hakimi servi par Neymar, mais il n'y a pas eu que son but, Hakimi. Hein. Et pareil pour Mendes. Hein. Les deux ont eu une belle activité. C'est vrai qu'hier, JB, PSG n'a pas hésité à écarter sur les côtés, à étirer un peu le bloc lillois. Et on a vu plein de phases de jeu intéressantes en utilisant les pistons. Encore une fois, on l'avait dit toute l'année dernière, on l'espérait, on pensait que ça pouvait donner ce genre de choses. Bah, on l'a eu. Depuis le Trophée des Champions et même sur les matchs amicaux, on voyait que c'était possible. Et là, tu as vu la qualité de tes deux joueurs. Et ils ne sont pas encore complètement exploités. C'est-à-dire, tu sens que ça pourrait être encore mieux. Nuno Mendes, c'est fort. C'est très fort. Et quand tu vois son âge, tu fais oh là là, la signature, c'était bien. Et Hakimi, bah, il confirme encore. Et puis, offensivement, il apporte. C'est super. Ils arrivent à combiner. A priori, ils ont enfin compris qu'ils avaient un latéral à droite avec lequel tu pouvais combiner. Du coup, forcément, bah, les autres ne savent pas quoi faire. Ça t'ouvre des espaces aussi à l'intérieur. Et quand tu as les trois autres, bah, tu as juste à laisser faire, quoi. Je pense qu'on a vraiment une paire de latéraux qui, là, aujourd'hui, si tu déjà à l'échelle européenne, dans un gentil top 5. Hein, sans vraie... Merci JB. Yacine, bah, voilà, tu avais fait un papier il n'y a pas longtemps, tu en as fait plusieurs depuis le début de saison, parce qu'au début de saison, c'est vrai qu'on ne voyait pas l'activité des deux sur les côtés comme on a pu l'avoir hier face à Lille. Alors, il y a eu des belles choses, mais on se disait quand même, on ne les exploite pas encore à leur juste valeur, ou en tout cas pas assez, Yacine. Et hier, on a vu des buts qui ont été amenés par les côtés, que ce soit Hakimi à droite ou Nuno Mendes à gauche. Et encore mieux pour Nuno Mendes, comme je l'avais rappelé lors des précédents podcasts, je trouvais quand même que c'est un joueur qui ose, Mendes, qui n'a pas peur. L'action où il fait un double contact, il élimine deux joueurs sur le côté. Bon, après, il perd la balle, malheureusement. Mais voilà, ça, on l'avait vu faire avec le Sporting. Il avait beaucoup fait, Nuno Mendes. Et avec Paris, il le fait aussi. Et ça amène forcément des actions dangereuses, Yacine. Ouais, et je pense qu'il y a deux choses. La première, c'est en fait, on utilise les latéraux dans leur rôle et en plus, on les utilise avec leur qualité. Et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que bah ouais, Hakimi, sur le but, on voit quand il arrive lancé, ça change tout. Et Mendes, ça confirme ce que j'avais dit, c'est-à-dire que quand il est arrêté, alors sur le but de Messi, il est lancé, donc comme quoi il peut faire les deux, mais quand il prend le ballon et il démarre arrêté, franchement, il a une puissance, elle est énorme. Il a mis, bah, tu parlais du double contact parce qu'il est pratiquement arrêté, mais il y a une action aussi en deuxième mi-temps où il démarre sur le côté, franchement, c'est impressionnant. Et en fait, quand il va réussir à, à négocier au mieux, à être plus efficace dans le geste qui suit en fait son accélération, il peut vraiment devenir énorme parce que les différences, il les fait. C'est juste qu'après, parfois, il est un peu brouillon. Ou, en fait, on a l'impression que, tu vois, par exemple, contrairement à Bernat ou à Maxwell, on a l'impression qu'après, il ne sait pas trop où centrer. Tu vois, Maxwell et Bernat, il n'a pas encore décidé de ce qu'il allait faire au moment où il le fait. Peut-être contrairement à Bernat, il sait très bien ce qu'il lui va faire après. Voilà. Mais il a encore une belle marge de progression. Mais effectivement, c'est énorme, ces accélérations. Voilà. Et moi, je pense qu'il y a aussi une chose hier qu'on n'a pas assez souligné encore, mais le fait d'avoir joué avec les latéraux plus que d'habitude, alors comme le dit JB, ça mérite encore plus parce qu'il y a des possibilités, mais en tout cas, il y a eu plus que d'habitude, donc ça veut dire que ça progresse. Si Lille s'est fait ouvrir plein axe, la passe de Neymar d'ailleurs, plein axe pour Mbappé quand il tire à côté, elle est juste exceptionnelle dans l'intervalle. Si Lille se fait ouvrir plein axe, c'est parce qu'en fait, sur les côtés, il y a de l'activité, mais c'est aussi parce que tu as joué sur les côtés. Du coup, bah, la défense de Lille, elle ne sait pas si elle doit aller fermer sur les côtés, parce qu'il y a des possibilités, parce que si tu laisses partir Hakimi, ça me permet, tu vois, Hakimi, il y a le but avec Neymar, mais il y a aussi une action où Verratti le lance, et il a un peu d'avance, mais il est un peu loin pour centrer. Mais en fait, c'est la problématique que tu poses aux autres, c'est-à-dire que évidemment que toi, t'en profites. Mais la problématique que tu poses aux autres, c'est est-ce qu'on va jouer avec Hakimi et Mendes parce que maintenant on joue avec eux,
ou est-ce qu'on va venir à l'intérieur? Résultat, ben, tu es toujours positionné entre deux, tu ouvres des intervalles, mais tu ouvres des intervalles à Neymar. Mais hier, c'était un festival. Neymar, sa qualité de passe, elle est juste extraordinaire. Et les passes dans les intervalles, parce que si tu les ouvres avec les côtés, en fait, c'est ça. Ce que moi, je demande, en fait, c'est ça. C'est pas juste de dire trouver Hakimi parce qu'il est fort, parce que c'est. On s'en fout de ça. Nous, on supporte le PSG. Mais par contre, le fait de trouver Hakimi, il est 3 fois en 20 minutes, bah, à la 25e minute, quand Neymar il a le ballon et qu'Hakimi fait son appel, le Lillois, il est obligé d'aller fermer là-bas. Parce que s'il va pas fermer, il va se faire ouvrir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'intérieur ou on ferme l'extérieur? Eh ben, tu fermes un peu tout, mais en fait rien. Et du coup, bah, tu te fais ouvrir dans l'axe, sur les côtés. En fait, c'est la variété que tu amènes et la problématique et le doute qu'elle pose à l'adversaire. C'est ça, en fait, le foot. C'est pas juste de dire on a des joueurs très forts et tout, voilà, qui sont capables. C'est de dire voilà, je joue avec Hakimi, bah, ça va vous faire mal. Tu vas fermer sur Hakimi, bah, il y a un espace dans l'axe. Moi, j'ai la qualité, d'ailleurs Messi aussi, pour mettre le ballon dans l'axe. Donc Mbappé, il va y aller. Et bah, toute cette variété-là, ça donne les latéraux qu'on a vus. Et franchement, c'est pas bien ce que je vais dire, mais c'est dommage d'avoir attendu 1 an pour se rendre compte quand même que ces joueurs-là, dans ce rôle-là, mais il n'y a pas mieux. Et pourtant, encore une fois, Pochettino a eu l'occasion de le faire. L'année dernière contre Leipzig, 30 minutes où il avait été repassé à 3 parce que Paris perdait 2-1 et qu'Hakimi, il est sur 2 actions décisives, dont le pénalty raté par Mbappé. Voilà, donc tu savais. Mais pourquoi tu l'as pas fait, quoi? Aujourd'hui, c'est juste la cohérence. Et encore une fois, c'est quasiment voilà, les mêmes joueurs, hein, à part Ramos Hum, qui était hum. blessé, qui n'était pas trop dispo, et Vitinha. Mais il y avait possibilité de le faire avec d'autres joueurs. Avec Danilo déjà. Paredes, Verratti, par exemple. Et Derrière, tu Danilo. aurais Et mis Danilo. Danilo. Hum. Exactement, non, mais il y avait vraiment de quoi faire. C'est vrai qu'hier, après le match, sur les réseaux, beaucoup ont, entre guillemets, insulté Pochettino pour se dire, mais t'avais le matos à disposition et tu nous as fait chier avec ton 4-3-3, ton 4-2-3-1 qui marchait pas. Il Hum. y avait rien, quoi. Et en 3 matchs depuis la reprise, on a vu plus qu'en 18 mois de Pochettino. Et C'est tu juste vois, incroyable. d'ailleurs, juste pour rebondir là-dessus, j'en avais parlé il y a 15 jours, mais encore une fois, l'histoire du temps, c'est du mytho. Parce que Oui, bah oui. ce qu'on voit avec Galtier, évidemment qu'il y a encore des lacunes, évidemment qu'il y a encore de la marge de progression. Mais tu vois où il veut venir, où il veut en venir, et tu vois que tu es capable de vite mettre quelque chose en place avec les joueurs que tu as en plus. Donc, le temps, il était gentil. L'autre, il nous a parlé de 6 mois, après, il nous a parlé d'1 an, après, il nous a parlé. Tu vois, c'est pas une question de temps, les principes. L'efficacité des principes, c'est une question de temps. Parce que là, effectivement, le PSG alors, est efficace, mais il n'a pas joué encore des monstres. L'efficacité des principes, c'est une question de temps. Mais les principes, c'est pas une question de temps. Au bout de 3 semaines, ces joueurs-là, ils sont capables de comprendre ce que tu as envie de mettre en place. Et Oui, JB, tu voulais dire quelque chose, vas-y. intéressant, c'est que Galtier l'a dit dans son interview d'après-match. Il a expliqué que tout ça, ça avait été fait en 8 semaines et que le groupe réagissait depuis 8 semaines. C'est pas 10 mois, c'est 8 semaines. Et tu vois un vrai changement. Et là, côté supporter, ça nous fait réagir, côté observateur aussi. Mais imagine la réaction dans le club. C'est-à-dire que c'est là, tu te dis, on les avait déjà l'année dernière et on en a Ouais. perdu. Donc voilà. Non, 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 c'est juste, c'est juste, c'est juste. D'ailleurs, la preuve en est, hein, Tuchel, quand il arrive à Chelsea, assez rapidement, on voit ce qu'il veut faire, ce qu'il met en Mhm. place, et le style de jeu change complètement par rapport à son prédécesseur. Il lui a pas fallu 1 an ou 6 mois. Ouais. La décharge de Pochettino, il arrive en janvier, c'est vrai. Ensuite, il a un début de saison compliqué avec les nouveaux arrivants, Messi, Neymar, mais malgré tout, on n'a jamais vu ça. En tout cas, on n'a jamais vu le Pochettino de Tottenham, même si Tottenham, ça n'a jamais été, enfin, ça n'a pas toujours été flamboyant, mais il y a eu quand même des saisons où on voyait la patte Pochettino pardon, sur cette équipe de Tottenham. On va passer aux deux milieux, qui ont aussi, pareil, fait un match encore incroyable. Verratti qui est lui sorti à la 65e, 70e minute, quelque chose comme ça, qui avait touché avant de sortir 61 ballons. Un peu moins que Vitinha déjà au même moment, qui à ce moment-là, on était lui à 63 ballons touchés. Mais les deux ont encore fait un match énorme avec face à eux une équipe, comme je le disais, hein, qui exerçait un pressing plutôt haut. Mais les deux, dans les sorties de balles, la technique, enfin Vitinha, quand il est un peu plus haut que Verratti sur le terrain. Verratti est un peu plus bas, mais c'est vrai que Vitinha, il apporte. T'as l'impression que presque c'est un quatrième attaquant tellement il joue vers l'avant, il est proche des trois devant et il cherche toujours la bonne passe vers l'avant, celle qui va faire mal. Euh,
Vraiment, c'est une bonne recrue, ce Vitinha, JB. Hein. Ah, Vitinha, le W, là, Verratti, Vitinha, c'est d'abord très beau à voir. T'en oublies presque Verratti. Et surtout, ils prennent moins de jaunes. Je sais pas si on l'a vu. Vitinha, Ouais, mais il est déjà suspendu, je crois, Vitinha, pour le prochain match. voilà. Il a accumulé 3 jaunes. Mais non, ce qui est intéressant, c'est la qualité de passe. Certes, toujours vers l'avant, toujours dans le bon tempo, avec la vraie volonté de faire progresser le jeu et d'aller faire mal à l'adversaire. Et puis techniquement, quand ils sont sous pression, les voir se dégager dans les petits périmètres avec des passes toujours bien senties, c'est magnifique à avoir joué. Hier, j'ai presque pris autant de plaisir à les voir se démener sous le pressing que voir les autres conclure les actions. C'était beau à voir, quoi. Parce que Lille ne rigolait pas, quoi. À un moment donné, à 2-0, tu les voyais, ça y allait gentiment, et ça jouait, quoi. Ça mérite encore confirmation à un niveau supérieur avec un match qui commence pas dès la 8e seconde à 1-0. Il va y avoir le match de Monaco, il y a un PSG Marseille qui arrive bientôt. Et puis on va avoir les premiers tours de Ligue des Champions. Mais quelle recrue Vitinha et l'association avec les deux, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Ouais. C'est vrai, Yacine, que Vitinha, on connaît bien Verratti, on le commande depuis très longtemps et on le débriefe depuis très très longtemps. Même si encore hier, moi je trouve qu'il fait encore un super match, soit dans la récupération de balles, dans les sorties de balles sous pression, quand il redescend bas pour aider les défenseurs. Vitinha, sa capacité, Yacine, a toujours donné, proposé, distribué, se mettant entre les lignes. Il rend un peu fou les milieux et défenseurs lillois. Encore une fois, la paire hier, c'est quasiment un 10 sur 10, d'ailleurs. Ouais, je pense qu'ils sont en train en plus de trouver leur entente eux aussi, parce que c'est leur premier match ensemble. Malgré tout, ça fait que 8 semaines qu'ils sont ensemble. Et donc, il y a une sensibilité parce qu'ils parlent le même football, voilà. Et effectivement, Vitinha, là, quand on voit son profil, aujourd'hui, c'est plutôt lui qui est très haut, mais on sent quand même qu'il peut très vite, si Verratti est absent, prendre ce rôle-là. Parce que dans sa façon de toucher le ballon, dans sa façon de demander le ballon, il a quand même des grosses similitudes avec Verratti. Euh, après, voilà, Galtier a dit sur Vitinha, il est tout le temps en mouvement et l'esprit très collectif. En fait, encore une fois, tu vois, c'est pour moi la base de ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'on a un joueur là qui est très doué techniquement, mais en fait qui est capable à un moment donné de se mettre au service du collectif. C'est-à-dire que s'il doit compenser un décrochage de Neymar, eh ben, il est là-haut. S'il doit se mettre à droite pour aller proposer quelque chose, eh ben, il va à droite. Si c'est à gauche, c'est à gauche. S'il est un peu plus bas parce que Verratti a besoin d'un soutien, eh ben, c'est lui qui vient. Voilà, il y a cette idée d'être toujours dans l'esprit collectif et pas tourné vers sa prestation à lui. Et je crois que c'est ça qui est important. Et même quand, là, tu disais, il a touché plus de ballons que Verratti. Mais même quand ils l'ont touché moins, on avait déjà souligné ça. Son rôle dans les compensations, etc. Donc, voilà, il va. Yacine, une question. À quel milieu, à quel grand milieu de ces 5-10 dernières années tu le comparais, toi, Vitinha, Yass? Dans le jeu, dans l'esprit? Honnêtement, si aujourd'hui, je ferais. Enfin, Verratti, je trouve qu'il est très proche de Verratti, mais Deco. Voilà, Deco, il était aussi en plus, ils ont un peu la même morphologie, un peu petit et tout, mais Deco, voilà, parce qu'il avait cette intelligence aussi. Et je trouve que malgré sa technique, il est aussi très dans la simplicité. Il n'abuse pas des gestes superflus, il n'abuse pas du dribble, et on sent bien, parce que hier, il a, je pense, fait le match où il a le plus tenté. C'est-à-dire que dans les premiers matchs, il était très très simple. Il jouait une ou deux touches, il compensait. Et d'ailleurs, il finissait ses matchs avec 45 ballons touchés, donc c'est pas énorme pour un milieu de terrain. Hier, s'il a dépassé les 60, c'est parce que je pense qu'il est en train aussi de prendre confiance. Et on l'a vu, j'ai une scène en tête en milieu de première période où il est entre trois Lillois, où il récupère le ballon, il fait deux dribbles, après il revient, il fait un 1-2 avec Verratti pour sortir du pressing. Euh, voilà, je pense qu'il y a une confiance qui est en train d'arriver. Logique, parce qu'il venait d'arriver au PSG, parce qu'il est jeune, parce que c'est un premier gros transfert et que même si lui dit c'est pas moi qui ai payé, on sait toujours que les joueurs ils aiment bien dire ça, mais en même temps, ah ouais, j'ai été acheté 40 millions, donc voilà. Et donc, il y a cette confiance, mais il y a cette relation qui est en train de se créer avec Verratti. Voilà, encore une fois, il y a le doute aujourd'hui, il est dans qu'est-ce qui va se passer quand ils vont se prendre un milieu de terrain costaud avec du vrai impact. Voilà. Mais par contre,
à l'inverse, et je le dis aussi d'avance, c'est que s'ils sont capables, à un moment donné, de faire mal à ces équipes-là, là, d'équipes un peu costaudes, parce qu'ils sont capables d'échanger très vite, ça peut aussi tourner à l'inverse, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire exploser un milieu de terrain qui va leur rentrer, enfin, qui pense leur rentrer dedans, parce que techniquement, ils sont capables d'échanger très, très vite. Et hier, globalement, parce que je ne l'ai pas dit au début, mais moi, ce qui m'a impressionné hier dans ce qu'a fait le PSG, c'est justement la vitesse des échanges. Parce que je parlais avec quelqu'un et qui me disait, ouais, mais à un moment donné, t'es lead, t'es en train de te faire rouster chez toi. Il n'y a pas un joueur qui peut leur rentrer dedans. Mais je crois qu'en fait, hier, il ne pouvait pas. Ça allait trop vite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas ce. Yacine, j'ai une stat, ce que tu dis, tu me dis si c'est un rapport. Parce que moi, j'allais te la donner un peu plus tard, mais c'est bien que tu en parles maintenant. Je vais essayer de la retrouver. Voilà. Le PSG n'a tenté à Lille que 11 dribbles. Ah ouais. Pour 9 réussis. Mais ça veut dire Mais oui, que dans la fluidité du jeu, ça compte. Car mais bien sûr. avant, évidemment, on se rappelait que Neymar, surtout, on ne va pas se le cacher, qui aimait porter le ballon, qui aimait l'élimination 1 contre 1, etc. On avait aussi au tout début, la saison dernière, Messi qui essayait des dribbles, qui perdait le ballon. Donc ça ralentissait le jeu. Et là, comme par hasard, on a un match qui est très fluide, très collectif, passe très rapide, évidemment, parfois une touche de balle et on passe derrière. Et on voit qu'effectivement, ils n'ont tenté que 11 dribbles. Donc le jeu est de plus en plus collectif, Yacine. Ben oui, et en fait, c'est dû à tout. C'est-à-dire que tu as la qualité technique. Et souvent, on confond la technique avec le dribble et tout. Mais la technique, c'est pas ça. La technique, c'est d'être capable de jouer en une touche de balle, d'être capable de jouer en deux touches, un très bon contrôle pour enchaîner tout de suite derrière, sans que le joueur ait le temps de sortir sur toi. Et en fait, c'est ça qui, hier, a été important. C'est-à-dire que je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, on voit Jonathan David qui fait une faute, qui prend un jaune, il fait une deuxième faute derrière. Je pense qu'il était pas loin du rouge. Il voulait les attraper. Mais en fait, il pouvait pas. Parce que le temps qu'ils arrivent, le ballon était déjà ailleurs. Et comme il y avait en plus du mouvement avec des joueurs qui savent se mettre dans les interlignes, etc., en fait, tu fais quoi? C'est où que tu vas mettre des boîtes? Tu peux pas, puisque les joueurs, ils sont jamais à portée. Donc, à portée de toi. Donc bah, oui, cette fluidité. Ça s'appelle courir derrière le ballon. Non, mais voilà, exactement. Non, mais c'est vrai. Et du coup, c'est pour ça aussi que les Lillois explosent en deuxième mi-temps. C'est même pas une question de caractère, c'est une question que tu ne peux pas. Ça va trop vite. Voilà. On va passer aux 3 offensifs. Hein. Et là, c'est un festival. C'est un festival, JB. Ce qui s'est passé hier, c'est incroyable. C'est incroyable. Ça marque. C'est incroyable parce que tu mets 7 buts, mais s'il y a 10 buts, il n'y a pas scandale. Alors, avant de lancer, JB, je vais donner une petite stat déjà sur Neymar. Parce que je pense qu'hier, sur le trio offensif, c'est quand même le meilleur des 3. Alors, Neymar, depuis le début de saison, hein, messieurs, est impliqué sur 11 buts sur 17 marqués par le PSG en 3 journées. Donc, il a mis 5 buts, 6 passes décisives en 3 journées. Ce qui en fait son meilleur début de saison au Paris Saint-Germain depuis sa signature en 2017. Autant vous dire que cette année, c'est son année, JB. Année de Coupe du Monde, année post-poche, année où il est obligé de se remettre en question aussi. Parce que Mbappé, parce qu'une saison décevante, parce que beaucoup de discours critiques et puis une volonté de transfert. Non, c'est impressionnant. C'est le Neymar que tu aurais eu envie de voir jouer depuis sa signature. Et puis tu le vois avec les stats. Et encore, on n'a pas les expected goals et tout ce qui est passe qui aurait pu être décisive. Mais il est impressionnant. Il joue simple, il court, il se replace. Galtier l'a présenté dans son interview d'après-match comme le joueur parmi les 3 offensifs qui permettait l'équilibre. C'est dire aussi la responsabilité, la confiance qu'il lui accorde, et puis dans un rôle qui n'était pas forcément celui qu'il avait avant, c'est-à-dire tu ne vois pas faire ce qu'il faisait, jouer arrêter, tenter de dribbler et rater. Il passe, la qualité de passe, on t'en parlait tout à l'heure. L'ouverture plein axe sur Mbappé, waouh! C'est presse le geste et même le dernier but d'Mbappé où il y a le double 1-2 avec Neymar et Neymar s'arrête. Hein. Il ne voit pas Mbappé, mais il sait qu'il va prendre la profondeur. Il attend, il aspire. Il a 2 joueurs sur lui. Il a 2 joueurs lillois sur lui. Il attend. Mbappé arrive. Il n'a plus qu'à lui filer. But, c'est juste incroyable. JB. Tu vois le début de l'action. Je vois le début de l'action. Je me dis non. Il y a un moment donné, il y a un Lillois qui va les couper. Il y a un moment donné, il y en a un qui va prendre. Et tu vois la balle, hop, tu te dis qu'il ne va pas la lui remettre, il ne va pas réussir à la lui remettre, il la lui remet. Bon, l'autre termine évidemment parce que bon,
Euh, mais là, tu vois un niveau de qualité technique qu'on a rarement vu quand même dans le championnat de France, avec un niveau pour Neymar qui a des années-lumière de ce qu'on a vu avant. Alors là, clairement, on peut le dire, hein, ça fait 3 matchs plus des champions, sans compter les matchs de préparation, il est de retour. S'il fait une saison comme ça, en tout cas, il va la faire jusqu'en décembre. Et s'il nous fait les matchs comme ça en Ligue des Champions et sans s'énerver, parce que hier, il l'a fait à un moment donné, il est monté dans les tours, il a vu Turpin, il a regardé Turpin, il a levé la main, il a fait OK, c'est bon. Hop, il a redescendu. On l'a pas encore vu s'agacer vraiment. Euh, que dire? Bravo, merci, encore. Reviens, Ney, reste. Ney is back. C'est ça. Yacine Ouahier, il touche, quand je donnais la stat, il met 5 buts, 6 passes décisives, donc c'est son meilleur début de saison. Et la première saison, j'ai oublié de donner la stat, il met en 3 journées, il fait 3 passes D, 3 buts. Donc voilà. Donc effectivement, c'est sa meilleure saison. Et hier, Neymar, Yas a touché 83 ballons, c'est déjà pas mal. Et non seulement son apport offensif, Yacine, a été plus qu'incroyable, mais même son apport défensif, c'est lui qui apporte l'équilibre au milieu, car c'est lui qui redescend et qui fait le chiffre avec Vitinha et Verratti. Il n'a pas compté ses efforts hier. Et même physiquement, Yacine, je ne sais pas ce que tu en penses, il a l'air beaucoup mieux que ces dernières années, un peu plus fit. Il a retrouvé un peu de vélocité, ce qui n'était pas le cas en début de saison. Mais là, il retrouve un peu plus de vélocité. On retrouve le Ney de 2017, Yass. Il a dit, on voit ses yeux à lui. Oui, Ouais, alors pas 2017 parce que j'ai vu une photo, il est quand même pas 2017, mais oui, oui. oui, Et tu te rappelles quand il y avait les premiers matchs de préparation, j'avais dit, il est mieux, ça se voit tout de suite. Et peut-être qu'avec la répétition des matchs, s'il arrive à enchaîner, il retrouvera quand même de l'accélération, de la vitesse. Alors évidemment pas celle de 2017, mais il en retrouvera et on l'a vu. Il la retrouve. Je pense que ce qui est intéressant en fait, c'est le respect du jeu. Voilà. Alors ça concerne tout le monde, mais lui particulièrement. Euh, à l'intersaison, quand on avait fait des débats avec Nico et tout, euh, malgré le fameux casse-toi d'il y a 2 ans, j'étais un des seuls aussi qui disait si le coach c'est le cadré, et lui dire écoute, maintenant, ça, les coups d'énervement, les duels de quartier un contre un pour te payer les joueurs, t'arrêtes tes conneries. Tu joues au foot parce que tu es un joueur extraordinaire, parce qu'en fait, il sait tout faire. Voilà. Encore une fois, il sait défendre et récupérer des ballons parce qu'il l'a toujours fait, contrairement aux idées reçues. Mais c'est son comportement qui obligeait les gens en fait à plus rien voir. En fait, il t'énervait tellement que voilà. La qualité de passe, elle est exceptionnelle. La qualité de finition, il l'a retrouvée parce qu'il faut rappeler aussi que même dans la bonne période qu'il a eue l'année dernière au début de saison, il faisait des bons matchs, mais il était moins efficace devant le but. Il a retrouvé son efficacité. Même si hier, ça frappe pied gauche sur la remise d'Mbappé, je crois qu'il peut un peu mieux faire, mais bon. le foiré, ouais. Donc voilà. Et je pense en fait que je vais répéter ce que j'ai dit 1000 fois, mais c'est un enfant. Voilà. Et un enfant, il a besoin d'un cadre. Et ce cadre-là, aujourd'hui, il l'a. Alors, est-ce que c'est la Coupe du Monde? On verra. Est-ce que c'est le fait qu'à un moment donné, on lui a laissé trop de liberté, qu'il en a surabusé et donc, bah là, on lui a mis un cadre et ça le remet dedans. Est-ce que c'est aussi l'orgueil qui a été touché du fameux Mbappé numéro 1, etc. Peut-être aussi. Est-ce que c'est peut-être de se dire à un moment donné, j'ai peut-être gâché trop d'années, voilà, parce que peut-être qu'il y a une prise de conscience, ça arrive à tout le monde, ça, il y en a qui l'ont à Il y a aussi 25 ans. Yacine, tout ce que tu dis est vrai, et je pense que c'est un peu de tout ça. Mais je pense Mmh. aussi qu'il y a aussi l'arrivée de Messi, même si c'est l'année dernière. Mmh. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont commencé leur préparation ensemble. Mmh. Tout s'est bien passé. On a retrouvé la complicité qu'ils avaient à Barcelone, et on a l'impression que ça a ajouté à tout ce que tu viens de dire. Et évidemment, je pense que l'orgueil a été touché. Mmh. L'épisode Mbappé, la prolongation, les pouvoirs, les Mmh. pseudo-pouvoirs qui lui ont été donnés, etc. Évidemment que quand tu t'appelles Neymar et que tu viens au PSG pour être la tête du projet, etc., te retrouver à jouer les seconds rôles derrière un gamin de 23 ans, c'est difficile pour un joueur comme Neymar. Après, ce qui est frustrant, c'est de se dire, bordel, voilà, ça, tu aurais pu aussi le faire les 2 dernières années. Donc, en fait, si
je pense que s'il n'y avait pas eu la relation un peu détestable qu'il y a eu entre les ultras et lui, enfin une partie des supporters et Neymar, le fait qu'il ait demandé à partir, s'il n'y avait pas eu tout ça, je pense qu'il aurait pu être ce joueur même les 2 dernières saisons. Mais il y a eu trop de choses en fait, que ce soit dans le terrain ou en dehors du terrain, la relation avec, etc. Enfin tout ça. Les histoires aussi avec en 2019 avec la fille, l'agression, etc. Il y a eu plein de choses. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, JB, je ne sais pas si tu partages notre avis, il est très revanchard, Neymar. Il a été piqué dans son orgueil, mais ça laisse un petit goût frustrant parce qu'on se dit, c'est quel gâchis, quoi. De se réveiller aujourd'hui, il a 30 ans, alors qu'il aurait pu faire ça pendant les 5 saisons au PSG, quoi. Mais c'est peut-être aussi un révélateur d'autre chose, c'est-à-dire que ça montre aussi que le club a évolué, parce que tu aurais très bien pu rester dans la continuité des 2 dernières saisons. Alors oui, il y a une frustration, il y a un gâchis, mais s'il nous fait une saison exceptionnelle, que derrière, surtout dans le dernier carré, il y aura toujours ce goût amer en se disant « et si ?» Mais il faut se souvenir de ces 2 années avec des blessures longues. Bon, c'est quand même un joueur qui revient alors qu'il y a 25 ans, sa carrière elle aurait probablement été sacrément perturbée. C'est vrai que là, on n'a plus envie avec lui d'être magnanime et de se dire « ah, c'est dommage ». Mais l'année dernière, on avait quand même envie enfin, surtout l'année d'avant, on avait vraiment envie de le jeter par la fenêtre, quoi. Donc, et il est chez nous, quoi. Et il joue bien, et il joue collectif. Kiffons, quoi. On se posera la question après décembre, parce qu'il y aura beaucoup de choses qui se passeront après décembre. Et jusque-là, kiffons. Yacine, sur Neymar, tu veux ajouter encore autre chose ou on passe à Mbappé et Messi? Non, on peut passer à Mbappé. Ok, alors sur Mbappé, une petite stat avant de vous lancer. Hier, il fait 6 tirs, 3 cadrés, 49 ballons joués pour Mbappé, 3 buts, 2 passes décisives. Il en est, et c'est le record au PSG, il en est à 9 triplés. Donc, il me semble qu'il a battu le record d'Ibrahimovic. Ça, c'est les stats de Kylian Mbappé. Hier, Mbappé, c'est le Mbappé qu'on aime voir. Un Mbappé d'abord joyeux, souriant, et ça, on en a parlé sur le premier but, ça fait du bien. Et un joueur aussi pareil, collectif, très bien placé. Quand il fallait prendre la profondeur, il le faisait. Le jeu dans les petits espaces, mais ça concerne les trois, surtout dans les 16 mètres lillois, c'est juste incroyable. Les petits échanges dans les petits espaces, on a l'impression qu'il faisait les taureaux à l'entraînement et le ballon passé. Et moi, il y a une action qui symbolise tout ça, c'est quand il laisse passer pour Neymar. Moi, j'ai trouvé ça. Ça, c'est un truc qu'il n'aurait jamais fait contre Montpellier, évidemment. Mais hier, on a, au-delà du score, de ses buts, etc., Yacine, on a l'impression qu'il a voulu montrer un autre visage et dire voilà, j'ai merdé la semaine dernière. On a tous déconné finalement. Moi, le premier, cette semaine, je vais vous montrer que voilà, on a tout remis en ordre. On sait jouer ensemble. Et il y a eu quelque chose hier, Yacine, je ne sais pas si tu me diras, JB, il y a eu un truc de, tu vois, un peu ce qu'on voyait avec Messi, Neymar et Suarez, c'est-à-dire une entente. C'est peut-être pas dans la façon de jouer, mais dans l'entente, dans j'ai envie de te faire marquer, j'ai envie de te faire la passe décisive. Cette façon de se rendre l'appareil, j'ai trouvé qu'il y avait, voilà, j'espère que ça sera ça, parce que si c'est la même relation, on va être gâté. Mais hier, Mbappé, je trouve qu'il a été vraiment irréprochable dans son jeu, dans son attitude. Et quelque part, il se fait pardonner de son attitude de la semaine dernière. Ouais, bah, il y a une vraie logique de don contre don. C'est-à-dire que dès qu'il a marqué le premier but, d'abord, on a vu l'enthousiasme, on a vu le corps, toute l'équipe est venue. Hein, et c'était pas le traditionnel, allez, merci, je repars d'ailleurs, etc. Il y avait vraiment ça. Et après, il y a eu l'envie de redonner. C'est quand même ça le foot, hein, c'est quand même un jeu qui s'appuie sur l'autre, qui est un jeu collectif, qui fonctionne sur la passe. Et là, ça a été le cas. Il y a aussi une part de mise en scène, parce qu'ils savent qu'ils sont regardés, et ce sont des joueurs qui sont suffisamment intelligents et qui ont un ego suffisamment développé pour qu'ils sachent exactement que ce type de choses va renforcer le lien qu'ils peuvent avoir avec leurs coéquipiers, et puis vis-à-vis de l'extérieur, faire taire toutes les polémiques. Il suffit de voir la réaction qu'on a là, et puis on y a tous pensé, entre le penalty gate et le match d'hier, ça n'a rien à voir. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'on voit aussi le développement d'un sentiment collectif. Ça joue en équipe, ça pense en équipe, ça reste comment dire, des animaux à sang froid qui pensent d'abord à leurs stats, etc. Mais
ils sont capables de jouer ensemble parce qu'ils ont compris. Et je suis d'accord avec toi sur la MSN. Ça ressemble beaucoup à ça, à une vraie capacité à construire une arme offensive où tout le monde a compris que l'intérêt collectif prime sur l'individuel et va servir l'individuel. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Ça augure de bonnes choses. S'il n'y a pas de blessures, s'il n'y a pas de nouvelles polémiques à 2 balles entretenues par une partie de l'écosystème, c'était beau hier. Ouais, c'est pas mal, Yacine. Et du coup, on dit souvent, Yacine, qu'on n'est pas obligé d'être les meilleurs amis du monde pour bien jouer sur le terrain. C'est vrai. Mais quand on s'entend bien, c'est encore mieux, Yacine, hein. Et c'est vrai qu'on a eu peur la semaine dernière quand on a vu d'un côté Neymar Messi jouer ensemble, un Mbappé boudeur parce qu'il se sentait un peu mis de côté. Hier, les trois ont joué ensemble, que ce soit Messi, on a vu beaucoup d'échanges, évidemment, Neymar, Mbappé. On avait aussi Mbappé, Messi, Messi, Mbappé, Messi, Neymar, etc. Tout le monde a marqué, tout le monde était content. Et Mbappé, hier, comme je le disais, c'est vraiment, voilà, c'est le jour et la nuit avec la semaine dernière, Yacine. Ouais. Alors, évidemment, il y a son positionnement, je vais y revenir après, mais sur l'extra, on va dire, euh, je reviens sur ce que j'ai dit la semaine dernière. Et je pense que ça part de là, parce que je pense que la semaine dernière, chacun avait un message à passer au moment où Mbappé faisait son retour dans l'équipe. En fait, ils ont passé leur message. Voilà, Mbappé il avait son message à passer. Neymar et Messi, ils avaient leur message à passer. Sûr, on ne décide pas d'être numéro un dans les bureaux, mais l'autre, il est numéro un. Donc voilà. Chacun a passé son message. Tout le monde a dit, ah, ça va laisser des traces. Moi, j'avais dit, ceux qui se souviennent, ça laissera pas de traces si le club sait gérer ça comme il faut et très vite. Ça a été fait. Je répète ce que j'ai dit, même si, évidemment, on verra dans le futur. Je pense, sans avoir de certitude, que ça ne laissera pas de traces parce que je pense que ça a été bien géré dans le sens où ils avaient un message à faire passer, ils l'ont fait passer, le club a repris les choses en main. Maintenant, vous arrêtez vos conneries. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a le positionnement d'Mbappé et son comportement. Je vais d'abord parler de son comportement sur le niveau défensif. On l'a vu hier travailler. Et moi, il y a une chose qui m'intéresse là-dedans, c'est que dans l'imaginaire du footballeur, beaucoup à cause de Messi, on pense que le joueur, moins il court, plus il est frais. Donc, plus il va être apte à finir les actions, à avoir de l'efficacité. Or, en vérité, c'est l'inverse. Ça veut dire que plus tu participes au jeu, plus tu es concerné par le jeu et plus en fait tu es dans ton match. Tandis que quand tu attends le ballon devant pendant 5, 6, 7 minutes, en fait, à un moment donné, tu te déconcentres du match. Tu sors de ton match. Donc quand tu vas recevoir le ballon au bout de 7 minutes, tu peux très bien marquer. Mais tu peux aussi très bien passer au travers parce que tu n'es plus concerné par le match. Là, en faisant quelques efforts, encore une fois, on ne leur demande pas d'aller tacler dans les 16 mètres, on ne leur demande pas d'aller mettre des boîtes aux défenseurs, on leur demande juste d'être dans l'équipe, collectivement, de se replacer, de gêner. Il l'a fait et comme par hasard, hier, il est très bon. Parce qu'encore une fois, l'idée de dire je reste devant, j'attends les ballons comme on faisait au quartier, le fameux campeur, euh, mais en fait, ça n'existe pas dans le foot. À part Messi. Et Messi, en fait, il a faussé la donne à tout le monde. Parce que Messi, c'est un talent à part. Et qu'il n'y a que lui qui peut faire ça, en fait, déconnecter d'un match pendant 10 minutes et de sortir une action de fou. Il n'y a que lui. Voilà. La dernière chose, donc, c'est son positionnement. Et moi, j'avais répété, pour ceux qui suivent les minutes coach, que Mbappé dans l'axe, c'est mieux. Cette histoire de Mbappé à gauche et tout, c'est une connerie monumentale. Le truc, c'est Mbappé à gauche dans un 4-3-3 classique et tout, pourquoi pas. Mais pourquoi dans l'axe, il sera meilleur avec cette équipe? Premièrement, parce que en fait, on lui demande pas d'être un attaquant axial à la Lewandowski ou à la Giroud. On lui demande d'être un attaquant axial à la Mbappé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de prendre la profondeur. Mais ça veut dire aussi se servir de ce qui se passe avec Messi et Neymar dans leur qualité de passe, dans leur décrochage et les compensations. On le voit depuis le début de saison, et je voulais le montrer la semaine dernière, malheureusement, j'ai pas eu le temps. Euh, Certains appels de Neymar aujourd'hui dans la profondeur, où en fait il attend que quelqu'un décroche, il prend la profondeur, et d'ailleurs c'est Messi qui l'a souvent trouvé sur les premiers matchs par-dessus. Mbappé l'a trouvé donc hier, quand il fait cette passe, là, cette déviation où Neymar se retrouve et rate sa frappe. Euh, En fait, ce Mbappé-là, il sera meilleur dans l'axe. Parce qu'on ne lui demande pas d'être le joueur axial, point de fixation, on lui demande d'être le joueur axial avec une liberté parce que les autres autour sont assez intelligents pour compenser ce qui se passe. Donc, tu n'es pas le fameux neuf, reste devant la surface et marque des buts. Il va continuer à participer au jeu.
Et c'est ça qui est intéressant dans ce qui est en train de se passer. Et Galtier a dit, l'année dernière, ils ont joué tous les trois comme ça. Non, ils n'ont pas joué tous les trois comme ça. Ils ont joué avec Mbappé en neuf, avec Messi complètement à droite, et avec Neymar, quand il était là, complètement à gauche, avec une défense à 4. Donc, ils n'ont pas du tout joué comme ça. Là, En ils plus, sont tous c'était les trois. interchangeable. Hein. Je veux dire, les Voilà. mecs changeaient de place. Et tous les trois, là, ils sont à l'intérieur du jeu. Donc, ça n'a rien à voir. Et hier, on a vu les connexions dans les déviations, dans cette facilité, comme tu l'as dit, à échanger. Donc, tout ça, c'est hyper important dans l'évolution et dans le rôle d'Mbappé et aussi, évidemment, par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Moi, je pense que, et pourtant, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je suis pas souvent positif. Moi, je pense qu'hier, c'était pas fin. C'était pas de la com. Voilà. Ils se sont Oui, pas bien sûr. cherchés Ouais, pour dire, d'accord. voilà, ils se sont pas cherchés pour dire, regardez, on est capable de jouer ensemble. Pour finir sur ce que tu as dit, évidemment que d'être pote, c'est mieux. En fait, d'être pote, c'est mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, à un moment donné, quand ton pote perd un ballon, tu as plus de facilité à aller défendre. Mais je rappelle que dans toutes les grandes équipes, et je pense que un des plus grands pays de football, c'est quand même l'Allemagne. Il n'y a souvent pas eu que des amis dans les équipes allemandes, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et pourtant, ils Surtout ont au gagné Bayern. des coupes du monde. Donc, dans Et tu as les équipes, raison, parce que même dans l'équipe nationale, c'était jamais simple. C'est vrai. mais bien sûr, bien sûr. Ils ont gagné des coupes du monde, ils ont gagné des ligues des champions, ça les a pas empêchés. Donc, le truc, en fait, c'est de te dire, OK, on n'est pas potes. Maintenant, on se respecte et sur le terrain, on fait le travail ensemble pour l'équipe. Voilà, c'est tout ce qu'on leur demande. Qu'ils aillent pas bouffer ensemble, qu'ils fassent pas de resto ensemble, on en s'en fout en fait. Tu vois, si vous le faites, c'est très bien. Mais tout le monde n'est pas lavé-dit à aimer tout le monde. J'en parle parce qu'il est venu au Coq des Loges cette semaine et que moi c'est Ouais. toujours un joueur, c'est mon joueur chouchou parce que voilà. Moi, Mais je peux pas raconter des anecdotes sur la Vezzi parce que ah, c'est trop. et croyez-moi, il y a quelques anecdotes croustillantes concernant notre ami Pocho Lavezzi Voilà. et son passage au Mais, PSG. mais C'est humainement, quelque chose. c'est un super mec, tu vois. Incroyable. Voilà. C'est incroyable. Et d'ailleurs, tu parlais Donc, de oui, anecdote, on parlait de l'Allemagne et du Bayern Munich. On se rappelle aussi d'il y a quelques vingtaines d'années, ou un peu plus même, une bagarre entre Lizarazu et Lothar Matthaus, le grand bien sûr. Matthaus. Le Et grand Matthaus. pour ceux qui ont connu le Bayern avec Effenberg, ils croyaient qu'Effenberg, il avait des potes dans le vestiaire. Et voilà. Et ça les a empêchés de gagner des Ligues des Champions, ça. Ben voilà, c'est Non, non, tout. non, À un mais, moment donné, quand tu es sur le terrain, voilà, on est ensemble. Après, dans le vestiaire, dans la vie, ok, on n'est pas potes, c'est comme ça. Après, si vous êtes potes, c'est mieux, évidemment, mais voilà. bien sûr, bien sûr. Dernier cas du dernier larron du trio offensif, c'est Léo Messi. Avant de vous lancer, je vous lance quelques stats. Alors hier, il met un but, une passe décisive, hein, c'est déjà très bien. Il a fait quoi, 2 tirs cadrés, 76 ballons touchés, 48 passes réussies sur 59, 4 duels gagnés sur 6 et 16 ballons perdus pour Léo Messi, sont les stats du match. Mais tout de même, il fait encore un bon match. JB Messi, il est dans la continuité. Alors effectivement, comparé aux deux autres, on peut se dire il a un peu moins fait, mais finalement, non, quand tu regardes son match, il fait quand même un très bon match. Bah, t'as Il joue raison. simple, il est concerné, il a fait croquer tout le monde hier. Une belle prestation, JB, hein, de Léo Messi. Ouais, c'est efficace. Alors évidemment, c'est moins clinquant que les deux autres. Il marque moins, mais il est précieux, il est important. Et puis, ça, il reste une menace. Ce qui fait que pour l'équipe adverse, bah, il est aussi un joueur qu'on observe, un joueur qu'on surveille. On retrouve une qualité de passe. On l'a vu aussi jouer pour l'équipe. On a vu aussi ce qu'il était capable de faire. Non, c'est un Messi concerné. Après, c'est peut-être pas le Messi stratosphérique dont on aurait tous rêvé, mais celui-ci, il faut l'oublier. Il est très bon dans le jeu. Avec les trois, il forme un trio. Avec les deux autres, il forme un trio assez efficace, qui fait peur à beaucoup. Et puis, moi, hier, c'est pas tant le but, hein, c'est la capacité à créer de l'incertitude et à créer de la passe, à sortir de certaines situations. Il réaccélère un peu plus, je trouve, que l'année dernière. On retrouve un certain coup de rhum. Après, il joue plus haut aussi. Euh, non, moi, j'étais content. C'est moins clinquant, mais je préfère l'avoir avec moi que contre moi. Ouais, c'est clair. Et puis, il est vraiment, cette saison, en ce début de saison, comparé à la saison dernière, il a l'air quand même beaucoup plus concerné.
Et il a l'air de prendre beaucoup plus de plaisir sur le terrain à jouer, où l'année dernière, il semblait parfois un peu perdu. Et effectivement, il ne faisait pas beaucoup d'efforts non plus. Tu avais l'impression que Pochettino lui disait, écoute, si tu n'as pas envie de courir, ne cours pas, tu n'es pas obligé, tu es Léo Messi. Et là, cette année, non, il sait que quand même, il y a quelques efforts à fournir. Et d'ailleurs, je me disais, même les supporters barcelonais le trouvent méconnaissable tellement ils avaient l'habitude, même si effectivement à Barcelone, malgré le côté où il marchait, il était toujours aussi efficace. Mais c'est vrai que cette année, voilà, il a l'air un peu plus heureux sur le terrain. Un mot, Yas, sur Messi? Ouais, ça me permet de remettre un dernier tacle à Pochettino, mais ce sera le dernier après, j'en parlerai plus. On arrête les conneries. Évidemment. Mais bah, au moins, il pourra se targuer d'être le dernier entraîneur à avoir cru que Léo Messi était encore un ailier droit. Donc chapeau à lui, puisque tout le monde savait que c'était plus un ailier droit depuis au moins 3 ans, mais apparemment Pochettino n'avait pas vu les matchs. Donc ce sera le dernier. Bah oui, dans le cœur du jeu, évidemment qu'il est mieux, parce qu'il a quand même 34 ans et que tous les Obéchaux qu'il est, bah, quand tu as 34 ans, t'as plus 25 ans, c'est aussi simple que ça. Maintenant, il a toujours cette qualité de passe. Et effectivement, je rejoins tout ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il est plus concerné, euh, il est mieux dans l'équipe. Je pense qu'il est mieux aussi dans sa vie. Parce que, je répète, même si on est là, nous, on attaque les joueurs des fois sur le terrain on fait des constats, mais parce que il faut savoir que maintenant, c'est très dur de partir d'une vie, c'est très dur de s'habituer à une autre vie, une autre ville. C'est très dur de s'habituer à une autre culture et une autre langue. Un autre club, quand il a passé 20 ans dans le premier, et que même si on te donne 50 millions d'euros par an, eh ben, ça changera au problème que ton cerveau, lui, il en a rien à foutre des 50 millions. T'es pas bien, t'es pas bien. Donc, et puis, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire qu'il a une famille. Donc, si tes enfants sont pas bien, ça joue sur toi. Si ta femme se sent pas bien, ça joue sur toi. Voilà, aujourd'hui, on sent bien qu'il est mieux adapté à sa vie. On lit d'ailleurs qu'il est parti fréquenter 2, 3 restaurants en établissement de nuit cette semaine. Donc, c'est qu'il va bien. Et puis à Mais Paris, à il était Paris, accompagné tu sais, par qui? C'est ça la question. ouais, bah, tu sais très bien, donc on va pas aller plus loin. Mais en fait, tu vois, je pense aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dessus, c'est que cette vie à Paris, alors on critique toujours, parce qu'évidemment, Paris, c'est une ville très spéciale et que les joueurs en profitent, mais malgré tout, tu vois, à Barcelone, ils sortaient pas. Parce qu'il y a des pays où tu ne peux pas sortir. Euh, Tu vois, je vais raconter vite fait une anecdote parce que j'ai eu la chance de le côtoyer par des amis. Frédéric Canouté, quand il était à Séville, il allait même pas manger au restaurant avec sa femme parce qu'il pouvait pas sortir sans créer une émeute. Euh, Bah, ça, c'est pas une vie en fait. Et à Paris, tu as cette chance, c'est que tu t'appelles Léo Messi, Marco Verratti et tout, les gens viennent prendre une photo, mais en vérité, dans Paris, il n'y a jamais 200 personnes qui viennent d'un coup te voir quand tu es dans un Mais resto parce que Paris, Yacine, c'est. Ouais. Yacine, je coupe, mais je ne sais pas si tu as entendu, il y a des petites capsules qui passent sur les réseaux où tu as des échanges avec Del Piro et d'autres joueurs. Et tu as Mmh, Del mmh, Piro et Totti qui parlent. Et mmh, Del Piro mmh. dit à Totti, mais est-ce que toi, toutes ces années passées à la Roma, est-ce que t'as pris le temps de visiter Rome? Il a dit non, jamais. C'est pas Voilà. possible de sortir Mais à bien Rome. sûr. Totti est une légende et les Mmh, supporters romains sont complètement dingues. À ce qui mmh, paraît, ils sont vraiment fous. Quand je dis ça, c'est positif, hein. C'est-à-dire qu'ils adorent mmh, leur club, les joueurs. On voit hein, quand Vinaldoom a débarqué, vous voyez, la folie, c'était mmh, juste Vinaldoom, hein. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. mmh. Le gars ne pouvait pas kiffer à Rome parce qu'à Rome, c'est impossible. Et tu as raison de le préciser, ça, c'est vrai dans certaines villes, hein. Istanbul, c'est pareil. C'est la même chose. Tu joues à Istanbul, tu ne peux pas sortir. Et il y a des villes comme ça, en Italie, en Espagne, etc., où c'est la folie pour les joueurs. Voilà, donc il vit. Et voilà, il commence à connaître Paris, il commence à être installé dans le club, donc il est mieux, c'est logique, tout est un enchaînement. Alors encore une fois, ce ne sera jamais le grand Léo Messi, mais celui qu'on voit aujourd'hui, bah, c'est au moins celui qu'on aurait voulu voir l'année dernière. Et finalement, quand on critiquait l'année dernière, même s'il y a des circonstances atténuantes, on n'était pas dans le faux. C'est-à-dire que quand même, les prestations d'aujourd'hui, personne ne peut me faire croire que l'année dernière, c'était la même chose. Vous ne racontez pas de conneries, quoi. Donc voilà, c'est très bien. Et encore une fois, il y aura aussi ces automatismes qui vont se créer avec les autres. Il a aussi cherché Hakimi plus Ouais, que ouais. les autres matchs. Voilà, ça va arriver au fur et à mesure. Donc c'est très bien. Ah oui, le Vincent Duluc, hein, on s'est fait gronder la saison dernière par Vincent Duluc. Quand je dis on, je parle de ceux qui ont osé dire qu'évidemment que Messi était sifflable comme Ouais, n'importe quel autre joueur. Évidemment, voilà. bien sûr. Quand il est bon, on le dit. L'année dernière, il a été sifflé parce qu'il n'était pas bon. Tout le monde, ah, c'est une honte, on insulte
mais enfin, on siffle Messi, on n'a pas le droit de le siffler. Bah si, on a le droit de le siffler quand il est ça prouve que nous, on préfère le club aux individualités. évidemment, évidemment, mais tu sais, c'est comme tu le disais tout à l'heure, Yacine, sur Mbappé et Neymar. Hein. Quand Neymar fait un mauvais match, on ne va pas dire qu'il est bon juste pour pas froisser ceux qui l'adorent. Ah non, c'est pas comme ça la vie. Quand il est mauvais, bah, il est mauvais. Ça fait 3-4 semaines, on n'a pas émis une critique sur Neymar. Pas l'ombre d'une. On a toujours été dithyrambique parce que nous, on juge ce qu'on voit. Et attendez le retour de Nico. Mais ça va être incroyable. Nico, je pense que Nico, ça l'arrange bien d'être en Grèce. Ouais. Neymar. Et quand il va revenir, Neymar va être mauvais. D'ailleurs, il recule son retour exprès. Il ne reviendra qu'après un mauvais match. Il reviendra après la Coupe du Monde. Hein. On salue l'ami Nicolas Puravo qui profite de ses vacances en Grèce, comme je salue Hugo qui travaille aujourd'hui, qui ne pouvait pas être là. Donc, on salue évidemment Clément Pernia et tous ceux qui participent au podcast. Sur le match, je pense qu'on a terminé. Je vais prendre 2-3 minutes pour donner quelques brèves. Mais juste avant, Vas-y. Je voulais revenir sur 2 déclarations de Galtier. Ah oui, pardon. Parce que en fait, il y a un truc qui est drôle, c'est que j'ai peut-être été le plus dur avec Galtier, parce que j'y croyais pas et parce que j'avais pas envie d'y croire déjà au départ. Tout le monde sait pourquoi. C'est très honnête de dire ça, oui, c'est mieux. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, je lis ses interviews. Et alors, je précise tout de suite, hein, c'est pas de l'autosatisfaction pour dire je dis la même chose et tout. Mais c'est en fait que je me rends compte que la personne que j'ai le plus critiquée avant d'arriver, c'est peut-être celle avec qui j'ai le plus de points communs aujourd'hui. Et il est Marseillais, faut-il le rappeler? C'est terrible pour moi, c'est terrible. Mais je vais le dire quand même, tu vois. Moi, j'assume, hein, c'est pas grave. Tu vois, il dit, à un moment donné, sur l'équipe, il dit, ce soir, les joueurs ont joué les uns pour les autres. En fait, encore une fois, il y a cette idée de collectif, parce qu'on lui pose une question sur le trio offensif, sur Vitinha, etc. Et lui, il dit, ils ont joué les uns pour les autres. Et moi, j'avais répété que, en fait, les joueurs sont individuellement très forts, ils peuvent être les meilleurs du monde, mais sans le collectif, ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est pas l'individualité qui crée ton collectif, c'est le collectif qui sublime l'individualité, et c'est complètement différent. Et je crois que quand Galtier dit ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il sait très bien qu'il a des phénomènes dans son équipe. Mais en fait, il sait très bien que sans le collectif, ces phénomènes, au lieu de donner 100%, ils donneront 70, 60. Donc oui, il y aura toujours des exploits, mais ça ne donnera jamais la plénitude de tout ce que tu attends d'eux. Donc ça, c'est important. Et il y a une deuxième phrase qui m'intéressait, c'était sur l'exigence. Il dit, donc on lui demande comment éviter un possible relâchement désormais. La réponse est simple, l'exigence au quotidien. C'est aussi important que tout le monde puisse participer à l'enchaînement des matchs. Il faudra accepter de laisser sa place pour qu'un partenaire puisse exister. Le management va donc être important. Il va falloir que les échanges que je vais avoir avec le groupe soient transparents, clairs et précis. Et encore une fois, c'est ce que je répète, c'est pour ça que c'est terrible. Mais parce qu'en fait, les joueurs, ils n'aiment pas que tu mentes. C'est-à-dire que les joueurs, tu peux dire plein de choses, mais en fait, ils n'aiment pas la triche. Si tu leur dis qu'il y a de la concurrence alors qu'il n'y en a pas, c'est terrible. C'est-à-dire qu'un joueur, il préfère entendre, ça lui fait mal, hein, mais il préfère entendre, écoute, si j'ai un choix à faire, Neymar, il est devant toi. S'il n'est pas bon 2 matchs, il restera devant toi. Maintenant, quand je vais faire appel à toi, il faudra être bon. Voilà. Et ça ne veut pas dire que tu vas prendre la place de Neymar. Mais si tu dis à un joueur, tu es en concurrence, si Neymar n'est pas bon, il y a une place à prendre. Que Neymar fait 3 mauvais matchs et que toi, tu ne prends pas la place, le joueur, il sait que tu lui mens. Et en fait, il n'y a pas pire pour un joueur. Tu lui fais croire quelque chose qui n'existe pas. Et dans toute sa com aujourd'hui, je trouve vraiment que, encore une fois, on verra sur la durée. Comme d'habitude, hein, on ne va pas s'enflammer. Ça fait que 4 matchs. On a l'habitude avec le PSG de prendre des parts qui nous faut redescendre sur terre. Donc, on ne s'enflamme pas du tout. Mais il y a une continuité et il y a surtout une cohérence entre les propos qui sont tenus depuis le début de saison, entre ce qu'il a dit avant, quand il est arrivé, ce qu'il dit après les matchs et ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que cette exigence au quotidien, quand tu vois la fin de match du PSG, le but de Lille, je crois qu'il arrive à 5-0. Ouais, c'est ça. 5-1, voilà. 5-1, c'est pas un drame.
Évidemment qu'il restait 20 minutes et que Paris aurait pu dérouler tranquillement. Ils vont encore chercher 2 buts. Et c'est ça, cette exigence. Et encore une fois, c'est ce qui permettra, peut-être pas de gagner la Ligue des Champions, mais ce qui permettra d'exister dans les matchs de Ligue des Champions parce que tu seras préparé dans ta tête et physiquement, en fait, à faire des efforts 90 minutes, quoi qu'il arrive. Tu vois, ce qu'on a répété 1000 fois, c'est-à-dire que contre Lille, il y a 2 ans, tu penses que tu mènes 4-1 ou 4-0, t'arrêtes de jouer. Et tu te dis, bon, on pense au prochain match. Là, les mecs, ils continuent à jouer. Donc, c'est cette exigence-là. Et je trouve intéressant de tout ce que dit Galtier en ce moment et tout ce qu'on est en train de voir. Voilà, ça demande encore confirmation parce que c'est le foot et que dans 2 semaines, ça se trouve, on va les massacrer. Si Mais on en m'a- tout cas, si on voilà. m'avait dit, si on m'avait dit un jour que Yacine Ahmed, supporter du PSG depuis le début des années 80, allait encenser un ex-joueur de Marseille, ben là vraiment, je Non, mais tombe des écoute, nues. C'est-à-dire que mais c'est là où il est fort, Galtier, blague à part, où vraiment il a réussi à faire oublier ce côté-là. Il a réussi à faire oublier ce côté-là pour les gens comme nous de notre génération, parce que mmh. les plus jeunes, en vérité, ils n'en ont rien à foutre, et tant mieux, hein, c'est très bien, D'ailleurs, c'est pas du tout une critique. Hein. Attends, d'ailleurs, ils nous juste l'ont dit fini. qu'ils, non, ils nous l'ont Ouais. dit qu'ils en avaient rien à foutre. Oui, Ils c'est nous vrai. Non, mais disaient que, bien sûr, non, mais après, c'est une question de génération, il non, faut non, mais accepter, c'est Yacine. normal. Moi, j'accepte totalement qu'un Bien mec sûr. de 20 ans, ça lui fasse rien que Galtier. Mmh. Nous, parce que nous, on l'a vu un petit peu jouer, on sait à quelle période il a joué, etc. Mmh. On connaît les histoires avec Gallardo, etc. Bon, voilà, c'est un JB. Tu acquiesces, tu es d'accord. Mais c'est vrai qu'il a cette intelligence, Galtier, d'avoir réussi à faire oublier ce petit côté-là. Bon, il n'a jamais entraîné Marseille, etc. Lui, il est plus lié à Saint-Etienne, on va dire, en vérité, qu'à Marseille, parce qu'aujourd'hui, on se rappelle plus de sa carrière de coach que de sa carrière de joueur. Hein. On ne va pas se Mmh. cacher, c'est un joueur moyen, il n'a pas fait une grande, grande carrière de footballeur. Bah, c'est la vérité. Mais bien sûr, Il y en a tout eu à fait. il y en a eu chez nous aussi. Hein. Mais bien évidemment. Mais voilà, il a cette chose, voilà, c'est cette façon de communiquer, cette façon d'être clair. On a appris, tu parlais de concurrence, Yacine. Alors, évidemment, Campos, il fait un peu de com pour dire, voilà, le PSG, ça a changé, etc. Il a ses relais dans les journaux, tant mieux, hein, c'est normal, c'est dans tous les clubs comme ça. Mais on apprend aussi que, tu vois, il y a eu une discussion avec Ramos en lui disant clairement qu'il cherchait un défenseur central avec qui il le mettrait en concurrence et que Ramos l'a bien pris parce que les gens ont été clairs avec lui. Ils lui ont dit voilà, on va te coller un concurrent. Et puis, en fonction des entraînements, des matchs, eh bien, on verra qui débutera, qui ira sur le banc. Pour l'instant, ça se passe bien pour Ramos, tout va bien. Mais oui, c'est vrai que dans la com, c'est quand même mieux que la saison dernière. Et c'est vrai, JB, qu'on a l'impression que Galtier, il veut un peu faire oublier les 18 derniers mois. Il est généreux en conférence de presse, dans ses interviews. Et quelque part, ça rassure aussi les supporters, JB. C'est important là. D'ailleurs, attends, juste pour préciser ça, il le dit à la fin de l'interview, il dit peut-être aussi que les joueurs ont une revanche à prendre sur la saison dernière. Bien sûr. Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, Yass. Moi, je me souviens des podcasts qu'on faisait avec Yacine qui, littéralement, s'agaçait légèrement des absences de réponse de Pochettino. Et puis, moi, il me sortait par les yeux à la fin. Notre cher ami Maurice. Bah, là, on a exactement l'inverse. Moi, ce que je veux souligner, c'est aussi la capacité de Galtier à entrer dans le costume. Parce que, mine de rien, Lille, Saint-Etienne, c'est pas les mêmes clubs, quoi. Et t'as un autre type d'exposition, t'as quand même un autre type de joueur à gérer. Et quand on en parlait, quand on a su que c'était lui qui allait devenir le coach, la première réponse, c'est tu te dis Galtier versus Messi, Neymar, Mbappé. Être capable d'abord de communiquer très bien. On l'a vu hier avec Thierry Henry dans l'après-match. Petite blague en off, ça détend l'atmosphère. On sent le respect mutuel entre les deux. Les questions arrivent, il répond. Il est intelligent. Il rend hommage à son staff sur le travail, justement sur le premier but. Il Ouais, se sur la souvient combinaison. de tous les joueurs. Il revient sur les remplacements. Là, tu te dis, ça fait combien de temps qu'on n'a pas entendu ça? Il est extrêmement équilibré. Tu sens qu'il est en maîtrise complète. Même dans l'interview d'avant-match, même dans les déclarations sur les 48 dernières heures, il est en maîtrise sur tout. Et ça, honnêtement, c'est quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et puis après, il y a le management. La capacité avec Campos, avec l'état-major, à gérer les problèmes internes, à gérer les égos. Hier, il a quand même fait un turnover assez qu'on n'avait pas l'habitude de voir la saison passée. Tu vois Verratti sur la 60e, personne orale. Il fait jouer tout le monde. C'est bien, quoi. Et Il y a une chose qui va être un peu plus difficile pour certains joueurs, c'est sur les joueurs offensifs. Hier, effectivement, il fait pas mal de changements. Simplement, quand tu es dans un rythme comme ça, tu enchaînes les buts et les trois devant marquent,
honnêtement, c'est difficile d'en sortir un. Parce que moi, je me suis dit, 4-0 à la mi-temps, peut-être un Sarabia qui va rentrer, un Ekitike, histoire de faire souffler. Et tu te rends compte, mais c'est un peu normal que dans un match comme ça, où tu sens que les mecs sont en confiance de dingue, c'est très difficile de sortir un des trois devant. Très bien justifié. C'est-à-dire qu'à la fin, on lui pose la question, il dit ils ont fait le job, et tu sens que c'est par rapport au match passé, il fallait que je les laisse sur le terrain. Ouais. Yass, Répondre à ça. Ouais. Alors, juste pour rebondir là-dessus, il ne faut pas oublier que c'est la dernière fois pratiquement que Paris va jouer une un semaine. match partout. Voilà, à partir de dimanche prochain, ce sera tous les 3 jours. Donc là, sûrement qu'il y aura plus de rotation, même s'il y a 5-0. Mais il y a un truc important, tu vois aussi, et c'est là qu'il est malin malgré tout sur l'honnêteté, c'est qu'il dit, la semaine dernière, j'ai suivi tous les débats après le penalty gate volontairement. Non, mais c'est intéressant parce que je pense que sa com, elle est aussi tirée de toutes les critiques qu'il y a eu sur Pochettino et qui se dit, OK, voilà les erreurs qui ont été reprochées à Pochettino. Malgré tout, Galtier, il a plutôt été honnête dans ses confs à Lille et tout. Mais je pense qu'il force, enfin, entre guillemets, c'est de la com aussi, ça fait partie du taf. Mais il force le trait pour dire réellement, il y a un changement. C'est-à-dire que l'autre, vous ne parlez pas de foot. Moi, je réponds aux questions. Je ne vais pas mentir. Et comme il dit, voilà, j'ai suivi tous les débats, ça veut dire, ouais, frère, il fallait que je sache ce qui se disait. Tu vois, il y a quelque chose de vraiment j'ai étudié en fait le PSG. Tu vois, avant de venir, j'ai Non, mais étudié tu vois, comment Yacine, fonctionnait. c'est ce que fait Campos avec les médias en vérité. Tu vois, tout Mais ce bien qu'on sûr. entend là. Par exemple, tu vois, l'histoire du challenge, je vais challenger mon vestiaire pour qu'il finisse invaincu toute la saison. Ça vient d'où? Pas une invention des journalistes, tu vois, ils l'ont pas inventé, c'est bien quelqu'un qui leur a dit. Et quand tu dis ça, ça veut dire, ouais, tu as vu, nous, on met des objectifs élevés, on est tous ensemble, on est focus sur le même projet. Et ça, effectivement, c'est pour dire, faisons table rase de tout ce qui s'est passé depuis Pochettino et la fin de l'ère Tourelle. Aujourd'hui, on va être, tu vois, on va être clair, on va être transparent, on vous dit les choses, on vous communique, tu vois, l'histoire du Voilà. nutritionniste, l'histoire du coca. Bon, moi, ça m'a fait rigoler parce que voilà, il n'y a pas de coca à table au PSG. C'est pas, alors peut-être qu'un mec, de temps en temps, il prend une canette à la fin, etc. C'est possible. Mais j'imagine mal les mecs arriver 10 minutes, 10 minutes après l'entraînement avec sa canette de coca devant tout le monde. Tout. Ah, il faut être sérieux, il faut tirer 2 minutes. Mais tout ça, ça fait partie des choses. Voilà, on a repris les choses en main. On communique sur ce qu'on fait, sur l'extra-sportif, sur le sportif. Et ça rassure les supporters. Et c'est ce qui nous manquait, nous, la saison dernière. C'est-à-dire qu'on avait un Pochettino qui ne parlait pas, qui ne racontait pas. Quand le match était nul à chier, il disait ah bah, je suis content de mes joueurs. Jamais une critique, jamais. Là, au moins, on voit. Ouais, bah oui, c'était très agaçant et effectivement, c'était très frustrant. Et ça ne donnait pas envie d'assister aux conférences de presse. Moi, souvent, je disais à Yacine si tu veux rentrer, rentre. Hein. T'emmerdes pas à rester jusqu'à minuit alors que le mec ne va rien te donner. Quoi. Donc, voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, même si ça fait partie de la com, eh ben, au moins, on sait ce qui se passe. Voilà. Comme ça, tout est clair. Quelques infos avant de vous quitter. Thilo Kehrer a quitté définitivement le Paris Saint-Germain pour rejoindre West Ham. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, il a créé un penalty. J'allais y venir. Alors, West Ham qui était dans une position délicate, qui a fait 2 rencontres, 2 défaites, 3 rencontres, 3 défaites. A encore perdu avec Thilo Kehrer qui malheureusement a concédé effectivement un penalty, défaite de Très West Ham. sévère quand même. Très sévère le penalty quand même. Tu trouves ou c'est ironique? Ouais, non, c'est pas ironique. D'accord. Là, on rigole parce que c'est Kehrer, mais je trouve qu'il est sévère le penalty. Ouais, il y a un contact quand même. Hein, Ouais, mais bon, après, ça se dit. Moi, je pense que Voilà. s'il n'avait pas sifflé, c'était pas scandaleux. Ouais, voilà. Voilà, ouais. Et d'ailleurs, mauvaise nouvelle aussi pour Wijnaldum, parce qu'on apprend le pauvre qui vient d'arriver à la Roma, ouais, fracture du tibia, il me semble. Ça c'est des longues absences, ça, Yacine. Voilà, là, s'il espérait la Coupe du Monde, c'est terminé. Ouais, ça va être compliqué pour lui. Mm. Ça va être compliqué. Au rayon des départs, on a le jeune Edimbe. Alors, on avait parlé d'un transfert définitif à Francfort pour une somme entre 6 et 7 millions d'euros. Puis finalement, on apprend que non, c'est pas du tout ça. Il a prolongé au PSG et il a été prêté, il me semble, avec une option d'achat à Francfort. Donc, c'est un joueur qui appartient toujours au Paris Saint-Germain. Et au rayon des départs, donc, il y avait un espoir pour Idrissa Gana Gueye. Je vais vous résumer un peu la situation. Donc, Idrissa Gueye s'était mis d'accord avec Everton, contractuellement parlant. Ensuite, c'était à Everton de se mettre d'accord avec le PSG. Évidemment,
Everton est dans son rôle, ne veut pas payer de transfert, ou en tout cas, veut payer le moins possible. Donc, Gana Gueye a demandé à être libéré de son contrat parce qu'il dit vous m'avez mis de côté, vous ne comptez pas sur moi. Finalement, résiliez mon contrat, que je puisse signer libre à Everton. En théorie, Enrique ne l'entend pas de cette oreille. Refus catégorique du PSG qui demande quand même une indemnité de transfert. Alors, moi, l'info que j'ai, c'est que Everton commence à se lasser. Il pourrait définitivement abandonner le dossier Gueye. La porte est encore un petit peu ouverte. En gros, Everton veut payer le moins possible. Il n'est pas fermé à payer une indemnité, mais il ne veut pas payer ce que demande le PSG. Je crois que le PSG demande peut-être entre 5 et 10 millions d'euros. Je n'ai pas le chiffre précis, mais la situation est là. Il reste encore un peu de temps avant la fin du mercato. Ça peut se dégoupiller d'ici là. Mais pour l'instant, Gueye est toujours là. Herrera a nié un accord avec l'Atlético Bilbao sur son compte Instagram. Donc, il est toujours là. Draxler, Kurzawa, écoute, si vous avez des nouvelles, il faut nous en donner. On n'a pas de nouvelles de ces deux joueurs. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas d'offre. Alors, Icardi, il semblerait qu'il y ait des offres. Bon, on a vu que Vanda Nara, son épouse et son agent étaient à Manchester. Il me semble qu'elle avait une photo, elle était en Angleterre avec ses enfants, avec le maillot de Manchester. Je ne sais pas si c'était un message, mais il semblerait que United pourrait être intéressé. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et au rayon des arrivées, écoutez, le PSG est toujours à la recherche d'un attaquant, d'un milieu de terrain et d'un défenseur. Plus de nouvelles de Fabian Ruiz. Je pense que ça négocie encore avec le Napoli. Napoli qui aimerait aussi récupérer Keylor Navas, qui n'était pas là ce week-end. Et puis voilà, puis Skriniar, a priori, Inzaghi a mis un terme au suspense, qui a dit qu'il n'y aurait plus de départ et que Skriniar allait rester au PSG. D'autres médias disent que ce n'est pas terminé. Donc voilà, on en est là. Une réaction, messieurs, sur ces infos, peut-être du côté de départ. JB? Ça a bien vendu déjà. Ça, c'est quelque chose que j'ai souligné dans la semaine, mais on a quasiment une dizaine de départs si on compte tous les joueurs qui sont partis. On n'avait pas l'habitude de vendre. On n'avait pas l'habitude de faire respecter nos intérêts. Alors après, il reste encore des joueurs qui correspondent à l'héritage, Leonardo. Mais on a une évolution, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a soldé, on vend, mais on se respecte encore un peu et on se fait respecter à l'extérieur. Donc, c'est mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus rationnel qu'il y a que sur les dernières années côté vente. On arrive à vendre des joueurs. Après, on ne brade pas non plus nos jeunes. En tout cas, pas tous. Ça change aussi. Peut-être qu'on est à l'aube d'un véritable changement et qu'on est en train de rationaliser tout ça. Et j'ai oublié un cas, c'est le cas Leandro Paredes, qui a, semble-t-il, un accord avec la Juventus. Des infos que j'ai, lui est prêt à y aller, pas de souci. Il est même content d'aller rejoindre son ami Angel Di Maria. Leur épouse s'entendent très très bien. Je sais que Di Maria pousse pour que Paredes le rejoigne à la Juventus. Donc pour l'instant, il n'y a pas de il y a pas de changement. Je ne sais pas si c'est lié aussi au départ de Rabiot. Voilà, il y a aussi la blessure de Pogba, etc. Donc il reste encore un peu de temps là aussi pour le cas Paredes. Oui, Yassine. Le problème, c'est que Rabiot, il demande 50 millions d'euros par mois, donc à un moment donné. Non, mais en fait, il faut bien comprendre la méthode de Véronique Rabiot. Elle fait des demandes excessives parce qu'elle sait que ça va être refusé, parce que elle, son but, c'est que son fils quitte libre la Juve. Parce qu'il faut bien comprendre que Rabiot, jusqu'à présent, il a toujours quitté libre ses clubs. Enfin, le premier, c'était le PSG. Il arrive libre à la Juve avec une bonne prime. Là, il va faire pareil et il retrouvera un club, parce que quand tu es libre, c'est très facile. Et le but, c'est ça, en fait. C'est d'aller toujours au bout de ton contrat avec le même salaire, et ensuite tu négocies. Donc voilà, Yass. Je vais juste dire un truc, alors pas sur les départs en tant que tel, mais juste pour préciser que c'est bien aussi que les supporters aient un peu de mesure sur les demandes des joueurs, parce que, tu vois, malgré tout, il y a des gens qui vont te dire ouais, mais Gueye, il abuse, il a un contrat au PSG, c'est normal que le PSG. Mais en fait, à un moment donné, c'est facile en tant que supporter de dire ça, mais vous n'êtes pas à la place des joueurs. Le joueur, il est aussi dans son droit déjà. C'est un droit, il menace personne pour faire ça. Et ensuite, c'est comme pour tout une négociation, ça veut dire que si le club n'accepte pas, eh ben, ils se taperont Gueye en National 3 pendant la prochaine saison en lui donnant son salaire. Tant pis pour eux. Mais le joueur, il a le droit de demander de partir libre parce qu'il sait que le club adverse, ils vont peut-être lui donner un meilleur salaire. Et Herrera, il a le droit aussi de dire il me reste 2 ans de contrat, donnez-moi 1 an et je m'en vais.
C'est comme pour tout le monde. C'est-à-dire que vous, demain, dans n'importe quelle société, vous allez voir votre patron, vous lui dites, moi, je veux 6 mois de salaire et je m'en vais. Il peut vous dire oui, il peut vous dire non, mais c'est la vie. Donc, il ne faut pas tout le temps taper sur les joueurs et dire, ouais, ils ne sont pas reconnaissants. Je vais dire ce que je dis à chaque fois. Dans le football, il n'y a pas de reconnaissance. C'est-à-dire que le club n'est jamais reconnaissant envers les joueurs et les joueurs ne sont jamais reconnaissants envers les clubs, tout simplement parce que dans leur négociation de base de salaire, en fait, c'est déjà compris dedans. Tu vois, l'histoire, je vais finir là-dessus, mais l'histoire de Zlatan, quand le PSG donne 12 millions à Zlatan, en fait, ça veut dire, bah, nous, on considère que tu vaux 12 millions, tu veux 12 millions, on te donne 12 millions. C'est la reconnaissance qu'on a envers toi pour le travail que tu vas nous donner, ou l'image que tu vas nous donner. Mais quand tu seras parti, il n'y a ni reconnaissance. C'est bien quand ça tout se passe bien et que c'est dans le fond des bisounours, c'est super pour tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Donc, il n'y a pas de reconnaissance. Les joueurs, quand ils se font mettre dans l'offre, c'est pas une reconnaissance. Je suis désolé, même si nous, on a envie de ça parce qu'on veut qu'ils partent. Mais en fait, c'est pareil. Un club qui te met dans l'offre, c'est comme un mec qui est dans ton taf et on le met au placard. Personne l'accepterait dans son Non, mais taf. surtout, Yacine, tu as raison de le préciser parce que les réseaux sociaux, c'est un monde à part et Twitter, c'est vraiment un monde très, très à part, très violent, où les gens se permettent Mmh, d'insulter les joueurs, mmh. etc. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup d'insultes, par exemple, envers Herrera et Gay, des mecs qui les insultent. Incroyable, hein. Alors que ces mêmes gens, si on leur dit est-ce que tu es prêt, toi, à sacrifier une partie de ton salaire et qu'on te mette de côté, que tu ne travailles pas, qui peut accepter ça? C'est Mais pas oui. parce qu'ils ont des gros salaires et En que nous, fait, on a c'est des ça petits le problème. salaires. Ben non, mais C'est en fait, exactement nous, ça on le se problème. compare, on se dit, ouais, nous, le smicard, lui, il touche Mmh, 500 000 euros par mois, il ne veut pas partir, etc. mmh, Mais enfin, il a pas posé un flingue sur la tempe de Nasser mmh, pour lui dire, file-moi 500 000 nets par mois, hein. Les responsables sont les dirigeants. Le joueur, il a un contrat, il le respecte. Et encore mmh, une fois, quand tu as l'âge d'Herrera et de Gay, c'est-à-dire plus de 30 ans, mmh, c'est sans doute le dernier contrat que tu vas signer. Et mmh, c'est normal que tu penses un peu à ton avenir, à tes mmh. enfants, etc. Donc avant de les insulter, mettez-vous aussi un peu à leur place. Et si vous étiez vous à leur place, avec des tels salaires, il n'y a pas un mec qui laisserait 1 euro au club, hein, JB, on est d'accord. Bah, surtout avec ça et Kurzawa, hein, ils sont là, c'est bon exemple de leur prise de conscience, hein, parce que là où ils sont, hein, leur terrasse, au niveau de leur piscine, dans les boîtes ou dans tous ces endroits, peut-être qu'ils rêvent de la Coupe du Monde, mais en tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'ils la regarderont à la télé. Donc voilà. Non, mais Euh, voilà, tu vois, je veux dire, les messages que vous mettiez, on est déçus et tout, pas de problème, mais n'insultez pas les gens. Enfin, je veux dire, c'est pas possible là-dessus. C'est un droit, encore une fois, c'est un droit. Voilà, ils ont le droit de le faire, c'est tout. Moi, ce qui me Après, fait c'est le rire, club. c'est les. Ce qui me fait rire, JB, c'est les tweets casse-toi de mon club. De ça, c'est ce Hum, qu'il y a de plus drôle. Quand il dit casse-toi de mon club. Ah, c'est ton hum. club? D'accord, d'accord. Bon, ouais. Euh, je pense qu'on a fait le tour pour le Hum. podcast. Merci, monsieur. Un mot, JB, tu as une actualité? Évidemment, et oui, tout le monde sait que tu es écrivain, tu as collaboré 2 fois avec Paris United pour les livres sur l'histoire du club, et aujourd'hui, tu nous sors la géopolitique du sport. Alors, j'arrive pas à voir le sous-titre. alors c'est une autre explication du monde. C'est chez Studirama, c'est disponible sur la Fnac et sur Amazon. C'est la deuxième version du livre que j'avais sorti en 2017, entièrement actualisé. On y parle du PSG aussi et du Qatar beaucoup. Ah, c'est bon, Voilà. ça. C'est assez cool. Le format est sympa. La coupe est assez punchy. Pour ceux qui s'intéressent à la géopolitique du football et du sport, bah, il est bien. Voilà. Alors moi, je vous le dis, hein, c'est pas parce que c'est mon ami JB, hein, c'est aussi parce que c'est d'abord un très bon écrivain, il a une très belle plume, il a des grosses connaissances, c'est son métier, il est prof d'histoire, mais c'est aussi un spécialiste de la géopolitique Bon. du sport et du foot en particulier, mais il est très calé sur la NBA aussi, hein, très, très, très calé pour les amateurs de basket. Je pense qu'on va retrouver pas mal peut-être de sport américain dedans, et bah, on fera peut-être un truc ensemble, hein, sur le bouquin. C'est toujours intéressant parce que le Qatar, quand même, c'est aussi un peu le Qatar dans le foot, c'est dans le sport, c'est de la géopolitique aussi, hein. Ah Donc, ouais. donc voilà. En tout cas, félicitations, JB. On en reparlera, hein, sur la chaîne YouTube. Deux On choses peut, que je voulais vous dire aussi. Oui, JB. on peut peut-être le faire gagner. Ça peut être. Ouais, bah ouais, on fera un truc avec le compte Twitter avec plaisir, JB, pas de problème. Et deux choses, voilà, je vous avais parlé de l'application par United la semaine dernière. J'ai pas eu pas mal de commentaires des gens qui n'ont pas pu la télécharger via Apple. Effectivement, il y a un souci, on est en train de voir ça. Donc pour l'instant, elle est disponible sur Android uniquement, l'application. Mais encore une fois, hein, tous nos articles et notamment tous les papiers analyse de Yacine, vous les retrouvez sur le site qui est totalement gratuit, hein, sur Internet, parunited.fr. Et vous retrouvez aussi tous nos articles sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. On n'a pas encore TikTok parce que je pense que
On ne l'aura jamais, de toute façon. On est un peu trop vieux pour ces conneries-là. Il est en train de faire des TikTok. Oui, avec une petite musique en fond, ouais, ça serait pas mal. Donc voilà, et remercie encore une fois le Paris Stade Germain, le compte Twitter sur lequel je me suis appuyé pour les statistiques de ce podcast. Allez tous suivre son compte, c'est archi intéressant. Merci beaucoup Jean-Baptiste d'avoir été avec nous ce matin. Tu es un lève-tôt comme nous, c'est très bien. Oui, parce qu'il faut savoir qu'on a enregistré à 8h30 du matin parce qu'il était 23h30 à Vancouver pour Yacine. Donc, c'est pour ça que je salue et je remercie chaleureusement mon frérot Yass, qui a été malgré tout avec nous. Et je sais que les auditeurs et ceux qui regardent sur YouTube vont être très, très contents de ta présence, Yacine. Donc, merci d'avoir fait l'effort d'être resté un peu plus réveillé un peu plus tard. Je te souhaite une très bonne nuit. Tu vas aller dormir. Il doit être pas mal 1h du matin. Elle va être courte. Il est 1h15. À quelle heure ça commence l'entraînement demain? À 9h, mais nous, on est sur les terrasses à 7h30, donc moi, je dois me lever à 6h30. Oui, mais toi, tu es un peu comme les chauves-souris, tu dors très peu. Tu n'as pas besoin de 10 heures de sommeil, je te connais bien. T'inquiète pas, 2 heures et tu seras au taquet. Là, il y a un décalage horaire quand même qui pique un peu. Non, tu n'as pas peur, ta chochotte, hein, ça va. En tout cas, éclate bien, Yacine, éclate-toi bien. Merci. Et puis, nous, on va se retrouver la semaine prochaine pour le débrief de PSG Monaco, lundi, pareil. Peut-être avec la même équipe, hein, sait-on jamais. À cette heure-ci, de toute façon, il y a très peu de gens réveillés. Hein, à part JB et moi, 8h du matin, il y a peu de chances d'en voir d'autres. Merci, messieurs, en tout cas, merci beaucoup. Bonne semaine à vous, avec le sourire, victoire 7-1. Salut, à lundi prochain. Ciao.